est né à Labé, en République de Guinée, en 1984, marié et père de 4 enfants. Il est spécialiste en finance et sciences politiques. Il est consultant en microcrédit. Il est aussi chargé des cours d'économie, de développement et de géo contemporaine. Son implication dans les projets internationaux font de lui déjà un homme pur, très avisé. Il a participé au Fonds de l'innovation pour la démocratie, à l'Agence internationale pour la transparence économique et financière. Il a souvent animé des conférences sur les problématiques de l'exploitation des ressources naturelles au service du développement intégré. Il est aussi souvent consulté en matière de gouvernance politique et sécuritaire dans la région du Sahel, en programme d'autonomisation professionnelle de la jeunesse africaine. Comme je l'ai dit tantôt, homme politique, il est le président du mouvement démocratique libéral modèle, un parti politique d'obédience socio-libérale qui ambitionne de contribuer au renforcement de la démocratie et au développement socio-économique de la Guinée. En 2015, M. Ba a été, comme je l'ai dit tantôt, homme politique. Il a été, beaucoup l'ont découvert d'ailleurs, avec le parti Bloc libéral. Il a été directeur de campagne de BL lors de l'élection présidentielle de 2015. Il a été, en 2017, lauréat du programme Leadership du système des Nations Unies. En 2018, il a été élu meilleur jeune leader politique de l'année par les Jim Awards en Guinée. En 2019, il a été lauréat du programme d'invitation des personnalités d'avenir, PIPA. Il a été en 2020 lauréat du programme IVLP du département d'État américain. En 2023, il a été lauréat du prix africain du mérite et de l'excellence au Forum économique africain PADEV, tenu à Kigali. En 2024, aujourd'hui, il va nous dédicacer son deuxième livre, Parcours, publié aussi aux éditions Harmattan. Mesdames et messieurs les invités, nous sommes très honorés de vous avoir ici ce soir, comme je l'ai indiqué. La salle est pleine avec des grandes personnalités de la communauté. Au nom du vice-président Elhadj Ablaye Amissouma, au nom de la Fédération modèle États-Unis, au nom des sages de la communauté, nous allons déclarer l'ouverture de cette séance officielle. Comme l'a indiqué le secrétaire fédéral, je crois qu'il y a parmi des personnalités qu'il a peut-être oublié de nous présenter. L'une des premières personnalités qui est parmi nous aujourd'hui ce soir, c'est notre ancien président Elhadj Mamadou Adama Diallo, l'ancien président de la GICA. Applaudissez pour lui s'il vous plaît. Nous avons le président de la Basse-Côte, M. Demba Cissé, qui a fait l'honneur de participer à cette dédicace. Applaudissez pour lui s'il vous plaît. Nous avons l'un des sages de cette communauté guinéenne, Elhadj Tafsir, qui est accompagné par Dr Baldé, que personne ne peut présenter dans la communauté ici. On va les applaudir. Merci d'être là, Elhadj. On est très honorés. Nous avons également le représentant de Staff Hadjalimatou, je suis désolé, Elhadj Saïdou Koredaka qui est là parmi nous aussi. Merci d'être là, Elhadj. Je crois que les autres ont déjà été présentés. Nous allons continuer les présentations des invités. Le représentant de l'UPR, de M. Baousman, M. Alassane Diop. Merci M. Diop d'être là. Et notre grand frère à tous, qui a participé aussi à l'organisation de cet événement, M. Barry. Applaudissez pour lui. Merci M. Barry pour la présence. N'est-ce pas? Vous avez présenté, je crois que c'est UFDG Brooklyn a été présenté. Bronx plutôt. Monsieur Hadi, vous êtes là?
Merci, M. Hadi. Applaudissez pour lui. On est très honorés. Un ami du président qui a fait le plaisir de faire le déplacement pour assister à cet événement, M. Khan, qui est très proche de lui aussi. Merci, M. Khan, d'être là. Merci à tous. Je vais passer le micro à M. le vice-président, Elhadj Ablaye Missouma. Merci. Nous sommes venus ce soir pour célébrer la Guinée et sa diversité. Nous sommes venus ce soir pour célébrer la jeunesse engagée de la Guinée. La publication de 2 ouvrages en 2 ans, c'est une contribution intellectuelle qui mérite notre respect, notre admiration et beaucoup de fierté envers le président du modèle, mon ami, mon frère, M. Aliou Ba. Merci, bravo, Monsieur le Président. Son travail acharné l'a propulsé sur le devant de la scène publique. Cependant, pour ceux d'entre nous qui ont le privilège de le côtoyer au quotidien, il est très clair que beaucoup le méconnaissent encore. Les critiques en son encontre sont souvent des caricatures qui n'ont rien à voir avec la personnalité de l'homme. Avec près d'1,5 million d'abonnés sur ces différents réseaux, je m'excuse, avec près d'1,5 million d'abonnés sur ces réseaux sociaux, vous n'entendez aucun jeune moderniste se livrer à des dérives. Vous pouvez vous demander pourquoi cela. Parce que tout simplement, Modèle a la chance d'avoir à sa tête être dirigé par un leader pédagogue qui prend son temps d'éduquer et de sensibiliser les jeunes sur les dangers et les atouts des réseaux sociaux. Bien sûr, comme tous les partis politiques, nous avons des communicants, mais nous avons choisi de nous exprimer à travers des valeurs du respect et de la dignité. Je me souviens d'une réunion interne que je vais vous livrer ici. Et nous avons eu des jeunes modélistes qui sont venus se défendre et se plaindre à nous, et parce qu'ils voyaient des communications calomnieuses contre leurs leaders. Et surtout, ils se demandaient pourquoi on refusait de les laisser, on les interdit systématiquement de se défendre. Et nous avons notre coordinatrice à l'international, Mme Madiane Diallo, que je remercie, que je salue ici. Il m'a appelé et dit, OK, finalement, comme on était très acculés, je fais partie de ces gens qui interdisent aux jeunes d'intervenir, mais j'ai cédé en disant, OK, allez-y, intervenez, mais faites très vite, fermement, et n'y revenez plus. Alors Mandia m'a dit, mais Vipi, pourquoi ne pas introduire Aliou, parce qu'il est le principal concerné. Moi, je lui ai dit, écoutez, si tu attends le Karamoko là, rien ne va se passer. Alors tous les jeunes se sont mis à rire. Et je me suis rendu compte que beaucoup parmi nous, les jeunes là avaient déjà des noms pour lui. Il y en a qui disent c'est un imam, il y a d'autres qui disent que c'est notre Karamoko Maudo. Donc si vous voulez, ça veut dire un peu la position, la personnalité de l'homme. Et quand il est venu sur la plateforme avec le débat, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement comme on le pensait, il a essayé de nous dissuader, mais malheureusement pour lui, la majorité avait déjà choisi. Et l'action a été comme ça. Parce que c'est un leader, ce n'est pas quelqu'un qui impose quelque chose à nous. Chers compatriotes, je m'exprime à un moment délicat pour l'histoire de notre pays. Il serait très injuste de conclure sans évoquer notre pays, notre chère Guinée, ainsi que nos frères, Oumar Silla, Founike Manguet et Bilo, et tous ceux qui souffrent de l'injustice. Dans mon livre « Le destin forgé », je souligne l'importance de tenir parole et de respecter les valeurs qui ont été autrefois l'incarnation de la dignité et de la fierté des grands hommes. Puisque nous sommes dans un pays de rêve, permettez-moi de rêver. Rêver d'une Guinée unie. Rêver d'une Guinée où chacun est jugé, non pas par son nom de famille, mais par la valeur qu'il peut apporter à la République. Laissez-moi le rêver. Rêver d'un pays où l'amour de la patrie l'emporte sur la quête des biens matériels. Oui, je rêve. Je rêve d'une nation où le colonel du 5 septembre 2021, reconnu pour son honneur et sa parole tenue, devient le héros de la démocratie. Je rêve. Aidez-moi à rêver, rêvez avec moi.
parce que tout grand changement commence par le rêve. Que Dieu bénisse la Guinée. Merci pour votre écoute. À travers ces lignes, vous décrivez votre trajectoire, votre vécu, les raisons et les sources d'inspiration qui ont guidé vos décisions et vos choix. Par des récits, anecdotes et confidences, nous, lecteurs, aurons une meilleure compréhension du leadership que vous avez voulu incarner pour notre pays à travers ces idées, vos actes et votre mode de fonctionnement. Vous pouvez nous expliquer un peu? Ouais. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. D'abord, je tiens à vous remercier pour avoir effectué le déplacement, répondu à l'appel du comité d'organisation et de la fédération du modèle États-Unis, comme cela se passe souvent. Je remercie le vice-président Souma, mon cher aîné, qui fait partie de ceux qui coachent les responsables et militants du parti, à commencer par moi-même. Également le fédéral, le secrétaire administratif et l'ensemble des responsables de la fédération et tous les volontaires qui se sont investis pour que nous puissions tenir la rencontre d'aujourd'hui. Ils sont nombreux, on ne peut pas tous les citer. Ils ont contribué financièrement, logistiquement, moralement, intellectuellement. Si nous sommes là, c'est que chacun a mis quelque chose. Et je remercie également ma sœur Fatima, qui est toujours là, qui a toujours été à mes côtés depuis les premières heures, avant même que je ne sois du modèle. Également tous les autres responsables, Badebali, et tous ceux qui sont là, que je ne pourrais pas citer. Mais sachez que c'est grâce à vous que nous arrivons à accomplir chaque jour un pas de plus dans la bonne direction et dans l'intérêt de notre pays. Nous remercions Dieu de nous avoir donné l'opportunité de se retrouver et de célébrer un deuxième ouvrage après le premier qui a été publié en mars, au mois de mars de l'année dernière, qui a été un succès grâce à vous aussi. Et merci beaucoup Oumou pour avoir accepté de présenter cet ouvrage. Et ce livre est un livre leadership. J'ai décidé de l'écrire après avoir publié le premier qui est Agir pour la Guinée, qui reflète ma pensée politique et ma vision pour le développement de la Guinée. Mais on ne peut pas tout mettre dans un livre. On met des indications, on montre des intentions et par la suite, on essaie de les développer au fur et à mesure. Lorsque le premier livre est sorti, j'ai estimé qu'il était important qu'il soit complété par un second, parce que l'homme politique, c'est d'abord une vision, ensuite une personnalité. Comment est-ce qu'il fallait faire pour compléter le premier? Il fallait parler de moi, mais parler de moi en filigrane, parler de la Guinée. Parce qu'à travers ce parcours qui décrit ma trajectoire, il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de confidences sur la vie politique nationale, la vie sociale de notre pays de ces 15 dernières années. Donc j'ai abordé à travers 6 chapitres beaucoup de choses qui sont importantes à savoir, à commencer d'abord par mon enfance. Je suis né à l'Abbé, le milieu familial dans lequel j'ai grandi, parce que chacun de nous est issu de quelque part. Nous sommes la somme de beaucoup de choses, mais nos premiers repères, ce sont nos parents d'abord, notre entourage, notre milieu social. Il s'est dit souvent, et beaucoup de nos compatriotes se posent la question à savoir, mais comment se fait-il que nous ayons toujours des intellectuels qui gouvernent notre pays, mais ils se comportent mal? Je leur dis souvent, il me semble que vous ne vous posez pas la bonne question. Le fait d'avoir un diplôme, c'est de disposer d'un outil et des compétences qui attestent que vous avez fait une formation pour être capable de faire un travail. Mais cela ne veut pas dire forcément que vous avez... Le diplôme ne garantit pas que vous allez faire bien votre travail. Parce que faire bien ou faire mal dépend du caractère. Et le caractère est construit par l'éducation sociale et religieuse. En Pulaar, il se dit clairement que Djikuma Fata Ganda. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas un bon caractère, peu importe les diplômes que vous accumulez, vous allez toujours mal agir. Et c'est pourquoi j'estime qu'une personne doit d'abord être de bon caractère
pour être utile à la société et avoir maintenant des outils avec lesquels il peut servir la société. La Guinée, c'est un pays qui a une crise de la moralité par rapport à la gouvernance publique. Et j'ai estimé que c'était important que je partage les valeurs qui ont caractérisé mon éducation sociale. J'ai beaucoup parlé de mes relations avec mes parents dans le livre, des choses qui m'ont inspiré. Mon père, père à son âme, qui est décédé pendant que j'étais étudiant, mais avec le temps, je me suis rendu compte que les conversations que je tenais avec lui, en fait, sans le savoir, sans que moi je le sache, mais il était en train de me donner déjà les clés de la vie. Parce que chaque jour qui passe, quand je fais face à une épreuve, il y a toujours quelque chose de mon père qui me revient et qui m'aide à surmonter l'épreuve. Et pourtant, il n'est pas là, il n'est plus là, il est décédé. Il savait qu'il n'allait pas être éternel. Mais en tant que père, il avait ce devoir de transmettre à son fils, non pas un héritage matériel, c'est-à-dire des biens, mais un héritage immatériel, ça veut dire la morale, la culture, la coutume et beaucoup d'autres valeurs qui m'ont aidé à prendre des décisions. Il a dit qu'il y aurait des personnes qui vont vous reprocher ou vous reprochent déjà d'avoir publié en premier lieu Agir pour la Guinée au lieu de parcours, qui retrace en quelque sorte vos trajectoires dans cette jeune politique guinéenne. Que répondriez-vous à ces gens? Bon, vous savez, lorsqu'on pose un acte ou on porte un projet, chacun se donne toujours une opinion sur ce que vous faites. D'abord, il y a une anecdote. Lorsque j'ai décidé de m'engager en politique, en 2012, je n'avais jamais milité dans un parti politique en Guinée, j'ai toujours vécu en Guinée, j'ai toujours été un observateur de la vie politique nationale, j'ai toujours été un lecteur, j'ai commencé à fréquenter les bibliothèques quand j'avais 10 ans, à peine, à l'Abbé, la bibliothèque préfectorale, pour ceux qui connaissent l'Abbé, ça s'appelait le Céduste à l'époque. Donc j'étais en quelque sorte un rat de bibliothèque, j'y étais régulièrement. Donc avec le temps, j'ai découvert la politique à travers les ouvrages. J'ai estimé qu'il y avait des choses importantes que je pourrais faire dans le futur. Alors, lorsque j'ai publié le premier livre, qui parle de la Guinée, et après, Parcours qui arrive, qui parle de moi, certains auraient estimé qu'il fallait peut-être faire l'inverse. Je pouvais le faire. Mais je me dis, dans mon combat, c'est d'abord la Guinée qui compte plus que moi. Il fallait prioriser notre pays et parler de ce que j'estime être possible de faire, j'estime être capable de faire. Donc prioriser la Guinée avant de prioriser ma personne. Donc Agir pour la Guinée est venu avant Parcours, parce que Parcours devait compléter. C'est moi qui dois compléter la Guinée, ce n'est pas la Guinée qui doit me compléter. Parce que je dois quelque chose à la Guinée. Je n'ai pas choisi de naître en Guinée comme chacun de vous, de vivre en Guinée. Mais il y a ce lien indéfectible que nous avons avec notre pays. Et lorsqu'on s'engage en politique, pour ma part, ma compréhension des choses, c'est parce qu'on a envie d'être utile à quelque chose au plus grand nombre. Et je le dis souvent, la politique, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Parce que ça doit être compatible avec tous les corps de métier. Être ministre n'est pas un métier, contrairement à ce que certains pensent. Il dit, mon objectif, c'est de devenir ministre. Être ministre, ça ne doit pas être l'objectif de quelqu'un. Parce que c'est une fonction. Elle est circonstancielle. S'il y avait une école qui forme des présidents, chacun se serait précipité pour y amener ses enfants. Mais le poste de président est une fonction de circonstance. On est médecin et on choisit une carrière politique parce qu'on a envie de mettre ses compétences au service d'un nombre plus grand. La sphère politique, c'est une sphère de décision. Mais pour savoir prendre une bonne décision, il faut d'abord être capable de comprendre les éléments de l'équation dont il s'agit. Lorsque vous ne pouvez pas comprendre un problème, vous n'êtes pas capable de prendre une décision qui peut résoudre ce problème. Alors je me suis dit, en y allant, ça me permet déjà de faciliter ce message-là qui consiste à dire, on est en politique, mais professionnellement, on doit faire quelque chose dans sa vie pour prouver que lorsqu'on va en politique, on peut faire valoir ses compétences. Et je déplore souvent ce fait. La nature ayant horreur du vide. En Guinée, ceux qui sont capables de changer le pays ont laissé l'espace politique à ceux qui n'ont rien trouvé à faire dans la vie. Et malheureusement, la politique, le pouvoir, ça relève de l'engagement. Chez nous, les gens font le malin. Ceux qui ne trouvent rien à faire, par exemple, vous prenez une promotion,
Les meilleurs de la promotion n'ont pas de problème à trouver du travail, généralement dans le privé. Les moins compétents trouvent un moyen de se débrouiller, soit dans l'informel ou dans l'administration. Ceux qui ont échoué deviennent des marabouts et des prédicateurs. Les premiers et les seconds viennent chez les prédicateurs pour consulter sur leur avenir. Donc finalement, vous voyez combien de fois, c'est lui qui n'a rien foutu, qui ne sait rien, c'est à lui que vous venez dire « jette tes courriers pour moi, j'ai envie de savoir ce que demain sera fait ». Parce que vous ne vous faites pas confiance, vous n'avez pas le leadership. Ou bien vous devenez fonctionnaire dans l'administration, vous êtes compétent. Vous constatez que celui qui est votre supérieur hiérarchique n'a pas de niveau. Il ne peut pas vous faire bouger. Vous devenez un simple associé qui ne sait formuler que des recommandations. Je garantis que dans l'administration guinéenne, vous avez des compétences dans la plupart des ministères. Mais ceux qui sont ministres, c'est des postes politiques. Ils se battent en politique, ils deviennent ministres, et tout de suite le secrétaire général, le chef de cabinet et les cadres du ministère arrivent à lui faire des propositions pour lui formuler des recommandations. Mais lui ne calcule pas en fonction de la pertinence des idées que vous lui donnez. Il calcule par rapport à son positionnement politique d'aujourd'hui et ce qu'il pourrait devenir demain. Alors au lieu de tout le temps se plaindre des autres, pourquoi ne pas prendre leur place et choisir et décider de ce qui peut nous permettre d'avancer? Je me répète encore ici, si vous ne faites pas de la politique, vous serez toujours gouverné par ceux qui sont moins valeureux que vous. C'est inévitable. Nous vivons ce fait. Et vous prenez tous les corps professionnels, même dans l'armée, je l'ai dit. Si c'était les meilleurs militaires du pays qui faisaient les coups d'État, on aurait fini avec les coups d'État. Mais très souvent, c'est ceux qui s'organisent en staff, en clan, qui s'arrangent à avoir du matériel, qui sont les plus cruels, c'est ceux-là qui viennent aux affaires. Et vous constatez, c'est l'histoire du pays qui est en train de se répéter. En 1984, ceux qui exécutaient les ordres du régime ont pris le pouvoir, ils ne voulaient pas rendre justice parce qu'en le faisant, ils allaient eux-mêmes se révéler. En 2008, ceux qui exécutaient les ordres du régime ont pris le pouvoir et se sont comportés de la même manière. Aujourd'hui, ceux qui sont là, les forces spéciales, c'était une fabrication d'Alpha Condé. Et ils sont là aujourd'hui, ceux qui sont aux affaires. Vous ne pouvez pas emprunter le même chemin et vous attendre à arriver à une destination différente. Si vous voulez changer de destination, vous changez de chemin. Vous changez de façon de faire. On ne doit plus en Guinée entendre quelqu'un de capable de dire que je suis apolitique. C'est une démission. La politique gouverne tout ce que nous faisons. Que vous le vouliez ou pas. Parce que tout est régi par la loi. C'est quoi la loi? La loi est politique. Qui légifère? Ce sont des élus. Ils siègent où? Au Parlement. Comment on obtient au Parlement? C'est par des élections. Ils représentent qui? Des populations. Ils sont politiques. On ne peut pas échapper à la politique. On va continuer dans notre pays à se dire « Ah oui, moi j'ai des compétences, moi j'ai un bon diplôme, non j'ai envie de sauver mon magasin, non je ne veux pas que mon cousin perde son poste, je ne veux pas me mêler de la politique. » Je pense qu'il faut remédier à cela. Donc, c'est pourquoi j'ai priorisé parler de la Guinée, exposer ma vision, parler maintenant de moi-même, mais pas parce que j'ai envie de faire ma publicité, mais plutôt parce que j'ai envie de partager mon vécu. Il y a une deuxième raison à cette motivation. D'après ce que j'ai appris de l'histoire politique de notre pays, je ne sais pas si je suis le seul, mais je suis convaincu que beaucoup d'entre vous aussi l'ont vécu. Si vous revoyez très très bien les manuels scolaires en Guinée, en ce qui concerne l'histoire politique, vous vous rendez compte qu'on nous a caché beaucoup de choses. Et par endroits, il y a même des mensonges. Ce pays a héroïsé des personnes qui ne méritaient pas d'être des héros. Ce pays a traumatisé des personnes, a effacé des personnes de son histoire parce que simplement des individus ont voulu que ces personnes ne figurent pas dans l'histoire qui est enseignée. On ne peut pas continuer de faire du mal à des innocents, accumuler autant de péchés et devenir un pays qui va se retrouver. Vous êtes aux États-Unis, ce pays célèbre ses héros. Ceux qui ont combattu, même ceux qui ont été victimes de l'injustice de l'État ont été rétablis dans leurs droits, même si c'est à titre posthume. Il faut toujours éviter l'injustice, le péché et la malédiction. La Guinée le vit au quotidien et nous continuons de le faire. Alors moi je me suis dit, je ne peux pas être acteur,
témoin, participant à des passages importants de la vie politique nationale et laisser quelqu'un d'autre raconter mon histoire demain. Même si quelqu'un va le faire, mais il trouvera que moi j'ai déjà retracé les faits. Parce qu'il y a un sérieux problème de mémoire. Jusqu'à présent, on n'a pas une histoire politique autour de laquelle on se met d'accord. Chacun de nous la raconte à sa façon. Même l'indépendance, la plupart des Guinéens ne retiennent qu'une date, 2 octobre 1958. Dès que tu leur dis, ils peuvent citer 5 noms. Alors que l'indépendance dans toutes les colonies à l'époque, c'est un processus qui a commencé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. En 1945, la France s'est engagée avec le discours de 1944 à Brazzaville par le général de Gaulle de donner la possibilité aux colonies de se faire représenter au Palais Bourbon en France. Le premier élu guinéen est Yassine Diallo. Il a fait son mandat jusqu'en 1954 avant de mourir et se faire remplacer par élection par Barry Diawara. Sékou Touré est entré en politique avec ses amis de Seyfoulaye. Beaucoup de choses se sont passées entre 1945 et 1958. Pourquoi on ne nous parle pas de cette période dans nos manuels scolaires? Interrogez les jeunes, interrogez ceux qui ont étudié l'histoire en Guinée. On n'en parle nulle part. On a envie de mettre l'obscurité dans la tête des gens. Qui a intérêt à ce que la vérité ne soit pas connue? Et c'est pourquoi n'importe quel affabulateur aujourd'hui sort et se fait historien et peut vous raconter des bobards pour vous dire voici tel était bien, tel n'était pas ceci, tel n'était pas cela. Nous vivons les mêmes faits aujourd'hui. Et je l'ai dit dans mon premier livre, si on ne fait pas attention, dans 20 ans, il y aura des gens qui vont nous faire croire que les crimes d'aujourd'hui n'ont jamais été commis. Ou bien que les différents présidents qui ont été combattus parce qu'ils étaient dans le mauvais chemin, sur le mauvais chemin, c'est parce que simplement certains ne les aimaient pas. Ou on vous fait croire que ce sont des complots des pays de la sous-région qui ont empêché la Guinée de se développer. Il faut qu'on fasse attention, le problème est très profond. Le problème est très profond. Si nous ne prenons pas conscience de cela, nous-mêmes nous corrigeons ça pendant que nous sommes là, en particulier notre génération. Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants? Nos enfants vont se perdre, ils ne vont même pas s'intéresser à la Guinée, à plus forte raison de comprendre de quoi il s'agit. Et vous ne pouvez pas me dire qu'un problème mal compris peut être résolu. C'est comme si vous fermez les yeux, vous cherchez la porte, vous n'allez jamais sortir. Voilà. Mesdames et messieurs, comme je l'ai indiqué, on va commencer cette dédicace. Le programme, le déroulé, comme l'a indiqué le secrétaire administratif, se fera comme suit. On va commencer avec le discours du vice-président, M. Elhadj Ami Souma, qui va nous parler un peu du président. Après ça, on va faire la présentation du livre par mademoiselle Oumou, qui est juste assise à côté du président ici. Elle va nous faire le plaisir d'introduire le livre parcours. Ensuite, il y aura une série de questions-réponses entre le public et le président du modèle, M. Aliba. On va faire une interaction de 30 minutes ou 1 heure. Ensuite, on passera à la dédicace du livre par le président. Mais avant la dédicace, on aura une vente aux enchères du livre. On a les 2 versions, française et anglaise ici. Les livres qui seront vendus aux enchères seront dédicacés par le président du modèle. Nous savons que ce que nous allons demander, c'est de l'appui pour l'écrivain par le prix du livre, c'est-à-dire quel que soit le prix qu'on donnera au contenu de ce livre que vous voyez ici, on ne pourra pas l'acheter. Donc, au fil de cet événement, nous allons découvrir beaucoup d'autres informations qui concernent l'auteur qui est là présent. Dans cette partie, vous avez parlé de la pertinence de prioriser le financement pour la construction des mosquées dans des villages lointains et vides d'habitants, que de destiner ne serait-ce qu'une partie de cet argent pour financer des initiatives à valeur ajoutée qui pourraient être moins efficaces pour la lutte contre le chômage, l'analphabétisme ou encore l'immigration massive et irrégulière de la jeunesse. Personnellement, je trouve ce paragraphe très pertinent et très intéressant.
Mais ma question est de savoir ce que vous répondiez, par exemple, aux gens qui vous diront que dans ce paragraphe, vous cherchez à pousser les gens à la dépravation de mœurs islamiques. Non, je crois que la question n'est pas essentiellement religieuse. D'abord, il faut éviter la confusion qui consiste... S'il vous plaît. Il faut éviter la confusion qui consiste à nous définir par rapport à la religion. La culture a précédé la religion. Nous avons été ce que nous avons été avant que la religion ne vienne. La religion est entrée dans notre vie pendant que nous avions déjà une existence. Ce que je suis en train de dire dans ce livre, c'est clairement que j'ai constaté, d'abord, les localités à l'intérieur du pays, en Guinée en particulier, se vident. Vous vous retrouvez dans un village, le meilleur symbole indicatif du village, ou peut-être l'endroit le mieux fait du village, c'est une mosquée. C'est très bien de faire des mosquées. Ça dépend de ce que chacun pense. Mais si on fait des mosquées pour que les gens y prient, si aucune condition n'est réunie pour que les gens y restent, finalement, on fait des mosquées parce qu'il n'y a personne pour les utiliser. Et généralement, ce qui est dommage, c'est que vous financez une mosquée à 5 milliards, au bout de 2 ans, parce qu'il n'y a pas de budget de maintenance, et tout de suite, ceux qui sont là sont obligés encore de refaire un appel de collecte de fonds pour pouvoir refaire ne serait-ce que la peinture. Moi, je me suis dit, c'est bien de faire des lieux de culte, chacun à sa religion, mais il faudrait penser à des choses qui peuvent contribuer au développement local et surtout à contenir localement les populations. Aujourd'hui, en Guinée, ceux qui n'ont pas eu la possibilité de sortir du pays, la plupart des jeunes sont venus à Conakry avec un seul objectif comme activité, faire taxi-moto. Parce que c'est le métier le plus facile à faire. Tu viens, tu t'achètes une moto, tu rentres dans la circulation sans contrainte. Un pays où il n'y a presque pas de route. Des routes qui sont muettes pour celles qui existent et de très mauvaise qualité. L'anarchie totale, aujourd'hui, c'est très difficile de circuler. Il n'y a pas de commodité. Vous avez l'impression de beaucoup plus vous retrouver dans une jungle que dans une ville. Qu'est-ce qui est attrayant? Et avec tout ça, on vous dit qu'un lopin de terre de 500 mètres carrés en Guinée peut valoir 5 milliards, en dépit de tout ce qu'on est en train de décrire. Un terrain à Conakry peut coûter plus qu'une maison dans la banlieue de Washington. Alors, qu'est-ce qui expliquerait cela? C'est simplement parce qu'il n'y a pas d'ordre, c'est une anarchie totale, chacun fait ce qu'il veut. Et toutes ces transactions dont on parle, elles se font en dehors du circuit bancaire parce que c'est un mécanisme très huilé de blanchiment d'argent. Parce que derrière, les gens gagnent de l'argent de façon illicite, ils ne déclarent pas, ce n'est pas contrôlé, et puisqu'ils ne veulent pas thésauriser, ils ne veulent pas mettre dans des caisses à la maison, ils se sentent obligés d'aller acheter des biens immobiliers pour pouvoir se couvrir. Et l'autre aussi aspect, parce que cette question relève beaucoup de la diaspora, des associations, je le dis, moi c'est avec regret et avec peine d'entendre souvent mes compatriotes dire qu'ils ont acheté des biens dans la sous-région parce qu'on ne peut pas rentrer en Guinée. C'est devenu un phénomène déplorable parce que simplement, je pense que ce n'est pas la solution sur le long terme. Et tout ça, c'est lié à quoi? À la mauvaise gouvernance. Et généralement, les efforts qu'on fait pour s'établir ailleurs, on n'a besoin que du tiers de cet effort pour rentrer chez soi. Mais il faudrait créer une conscience collective pour ne pas que chacun de nous individuellement se dise « je me cherche ». Ce qui empêche que les Guinéens rentrent pour se développer chez eux, pour bien vivre chez eux, c'est parce qu'il y a une mauvaise gouvernance à tous les niveaux. Il est plus difficile de rentrer en Guinée que de quitter. On sort du pays, on s'installe, on s'habitue à certaines commodités, tout de suite, on a envie de rentrer, ça devient très compliqué. Et c'est triste, parce
que lorsque vous passez les 20 premières années de votre vie dans votre pays, quel que soit le temps que vous passerez ailleurs, ça ne ressemblera jamais à votre pays. Il y aura toujours quelque chose qui vous rendra un jour malheureux ou qui va vous montrer que vous n'êtes pas chez vous. Je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau qui consiste à demander à chacun de se mettre dans la tête que pour aucune raison, quelqu'un ne doit m'empêcher de vivre chez moi. S'il faut lutter pour ça, c'est la lutte la plus noble possible. Rentrer chez soi, occuper sa place. Parce qu'à force de le faire de génération en génération, un jour, il y aura une génération qui va perdre complètement les repères. Eux, peut-être, on leur dira, vos grands-parents venaient de quelque part, on appelle la Guinée, mais ils ne seront même pas nostalgiques de ça parce qu'ils s'en foutront complètement, ça ne leur dira absolument rien. Et ça arrange certaines personnes, très malheureusement. Ça ramène à ce que je disais tout à l'heure. Lorsque vous créez un vide, il est occupé par quelqu'un d'autre. C'est naturel. Au moment où vous décidez de partir, il y a d'autres qui décident de rentrer et d'occuper l'espace que vous devriez occuper. Le Guinéen sort, il peut gagner $1 million, il se demande est-ce qu'il va un jour rentrer chez lui. Alors que les voisins, lorsqu'ils sortent, ils cherchent à la limite un diplôme, 2 ans d'expérience et peut-être $10 000. Et même s'ils n'ont pas $1, ils rentrent chez eux avec un diplôme et de l'expérience, ils montent un projet. Il y a tout de suite une institution de microcrédit qui les accompagne. Les Sénégalais, les Béninois, les Ivoiriens, ils n'ont pas ce problème. Mais lorsqu'on sort, on se dit, le retour est hypothétique, on est parti pour s'éterniser. Finalement, le pays va perdre sa crème. Tous les bons Guinéens, ils vont sortir ou abandonner. Ceux qui restent, beaucoup d'entre eux, dès que tu entends parler, ils disent « moi je ne vais pas me mêler de la politique parce que je vais perdre mon travail ». Mais tu travailles, mais tu es malheureux. Pourquoi? Parce que si tu veux avoir des bonnes vacances, il faut que tu prennes un billet d'avion pour toi et tes enfants pour aller chez les autres. Si tu veux te soigner, si vous prenez Air Sénégal ou Tunis Air, 60% ou 80% des passagers sont des patients qui sont allés chercher des médicaments ou des soins après 66 ans. Et dans ça, il y a quelques individus qui vous disent, qui vont vous forcer, que vous êtes fiers de ce que la Guinée a fait. Non, on n'a rien fait de sérieux. Pas être fier de la médiocrité. Donc, cet aspect du livre, je ne suis pas en train de développer le contenu parce que ce serait intéressant que vous lisiez, vous compreniez tranquillement. Mais cet aspect du livre parle essentiellement de la diaspora en termes de contribution au développement local. C'est bien, il y a des associations qui travaillent beaucoup, c'est très intéressant. Mais encore, on peut faire mieux. Et j'encourage vivement les associations de la diaspora à arrêter de dire qu'elles sont apolitiques. Fixez-vous des objectifs politiques. Parce que même l'argent que vous envoyez au pays, c'est de l'argent qui ne sera pas bien utilisé tant que la gouvernance n'est pas de bonne qualité. Je parie que si on fait un sondage, 80% d'entre vous ici ont été trompés par quelqu'un qui est au pays. Qu'il soit un membre de votre famille, qu'il soit un ami, qu'il soit quelque chose. Alors que si le pays est gouverné, si le mécanisme est bon, vous n'avez pas besoin forcément de quelqu'un pour investir. D'ici, vous pouvez réaliser tout ce que vous pouvez réaliser dans votre pays. Et vous pouvez rentrer tranquillement, avoir vos propres projets. Donc, pensez vous-même à ce que vous risquez. Pensez aux difficultés que vous avez ou que vous pourrez avoir si la gouvernance politique du pays ne change pas. Ne laissez pas la politique aux autres. Faites-la, parce que si vous ne la faites pas, vous en serez éternellement victime. Et ça crée de la frustration, et finalement, on ne s'en sortira pas. Nous allons passer à l'avant-dernière question. C'est sur votre rencontre avec le chef de la junte du CNRD. C'était le mardi 14 septembre 2021, après le coup d'État, que vous avez été invité à une rencontre qui s'était déroulée au Palais du Peuple. Et je pense que tout le monde parmi nous ici avait écouté votre sage message que vous aviez lancé au colonel. Si aujourd'hui vous voyez que votre message est en train d'être utilisé dans le sens contraire, comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? Je ne suis pas surpris. Ce que j'ai dit le 14 septembre 2021, je crois que ça reste dans les annales de l'histoire, parce que
c'était quelque chose de prémonitoire. J'aurais souhaité ne pas avoir raison avec le temps. Et je n'ai pas fait de prédication. J'ai juste donné des conseils. Ce jour, je me rappelle, c'était dans un contexte quand même d'enthousiasme et de tension. Le coup d'État a opéré le sec. La jeune invite les acteurs politiques, convoque les acteurs politiques, je l'ai dit dans le livre, c'était plus une convocation qu'une invitation. Le 14, j'ai été désigné par le modèle pour représenter le parti. Figurez-vous, la première chose, et je l'ai dit dans le livre, vous allez lire, la première impression que j'ai eue, je suis arrivé dans la cour du Palais du Peuple, qui était rempli de leaders qui avaient été portés disparus depuis longtemps, parce que depuis qu'Alpha a fait son 3e mandat, les gens sont rentrés sous le lit. Les gens, comme vous connaissez, certains ont changé complètement de position pour dire c'est terminé, le 3e mandat il a eu, donc il n'y a plus rien à faire, il va le faire, vous savez. Alors, les gens se taisaient. Et vous vous souvenez, jusqu'à la dernière minute, le modèle a toujours cru que le 3e mandat était mort-né. Ça n'avait pas d'avenir. Le jeudi qui a précédé le dimanche du coup d'État, j'étais sur mes frères, j'avais dit, c'est clair que c'est terminé et que ce régime est arrivé à l'agonie. Dès que le coup d'État s'est passé, j'ai eu beaucoup d'appels parce que certains avaient pensé que je savais ce qui se préparait. Mais de toutes les façons, c'était lisible. Le régime s'était essoufflé. Et Alpha n'avait plus de ressources. Et tous ceux qui étaient autour de lui, c'est comme ceux qui sont en train de se promener aujourd'hui autour du chef de la junte, c'était des vendeurs d'illusions. Ils te font croire que tu tiens le pays, tu tiens le pouvoir. Vous savez comment les démagogues fonctionnent dans notre pays? À un moment donné, ils peuvent te dire, même Dieu ne va pas t'enlever ici. Ils sont tellement courageux. Et ils ont tellement mangé que... C'est un peu l'histoire de Pharaon, en fait, pour ceux qui ont connu ça. À un moment donné, le niveau d'arrogance est tellement élevé que la sœur de Pharaon vient lui dire, attention, tu es en train de tout perdre. Libère Moïse et son peuple. Pharaon dit, je ne le ferai pas. Mes fétiches sont plus forts que son Dieu. Moïse revient vers Dieu pour lui demander, mais Dieu, j'ai tout fait, je lui ai montré toutes les preuves que tu m'as données. Il n'arrive pas à être convaincu. Dieu dit à Moïse, c'est moi qui fais pour qu'il ne soit pas convaincu. Parce qu'il a décidé de me défier. Je vais faire monter son arrogance pour que sa chute soit plus brutale. Et Pharaon est tombé. Qui va être plus fort que Pharaon sur terre? Mais on a des petits pharaons chez nous, hein. Ils se croient assez puissants pour pouvoir défier le temps, défier même Dieu. Alors j'ai dit au colonel, il était colonel à l'époque, permettez-moi. La classe politique était là, ils ont distribué la parole, les gens ont pris le micro, chacun a dit ce qu'il voulait. Moi, je n'étais pas demandeur. Dans le livre, j'ai décrit dans quelles conditions on m'a appelé. J'ai simplement entendu quelqu'un, parce que j'ai compris qu'ils étaient venus avec des listes. Eux, ils savaient quelles sont les personnes qui voulaient écouter. Quelqu'un a appelé mon nom. Tous les autres, chacun a eu le micro de là où il est assis. Lorsqu'on m'a appelé, ils m'ont demandé de venir à côté de lui pour parler. Je n'avais pas de discours, mais je savais qu'est-ce que je voulais lui dire. Je suis venu, il était là à côté. Je lui ai dit, faites très attention, parce que les langues mielleuses vont vous tromper. Vous ne pouvez pas vous sentir fort, assez fort pour pouvoir dominer tout le monde. Les mots, je sais que vous les avez parce que ce discours-là, il circule. Et par la suite, lorsqu'on est sorti, parce que ce jour, il n'y avait que les médias d'État qui étaient accrédités dans la salle. Donc cette vidéo, je ne vous dirai pas comment est-ce que je l'ai eue, mais il fallait qu'elle sorte, parce que si elle n'était pas sortie, vous n'aurez jamais su que ce discours a existé. Heureusement que cela existe, et c'est pourquoi j'ai retracé les faits dans le livre. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, vous aurez toujours des petits malins qui vont vous réinventer l'histoire à leur façon.
Et c'est comme ça qu'on a menti même sur des morts dans ce pays. Ils ne se gênent de rien. Et plus loin, au mot dans le livre, parce que ça n'a pas été que la seule rencontre, j'ai eu l'occasion de rencontrer le colonel Doumbouya à plusieurs autres reprises, à sa demande, puisqu'il était intéressé à l'époque à avoir des avis et des conseils. Je l'ai mis en garde tout en lui conseillant d'éviter la direction actuelle qu'ils sont en train de suivre. Malheureusement, vous savez, chez nous, lorsque les gens ont un agenda, ils vous écoutent, mais ils écoutent ceux qui leur disent ce qu'ils aiment entendre, et finalement ils priorisent ce qu'ils aiment entendre, et c'est lorsqu'ils vont tomber qu'ils vont se rendre compte que quelqu'un pourtant m'avait dit d'éviter de faire ça. C'est dommage pour notre pays parce que ça va nous faire perdre du temps, mais la trajectoire actuelle de la junte au pouvoir en Guinée n'est pas la bonne. On aurait souhaité qu'ils évitent ça. Alors, toutes ces conversations, toutes ces confidences sont dans le livre. Je ne suis pas censé vous les exposer parce que je serais vraiment intéressé que vous les lisiez. Mais ça va vous apprendre beaucoup de choses qui ne se disent pas ou qui sont derrière les écrans par rapport à l'histoire politique récente de notre pays. En le faisant, j'ai estimé que ça va nous permettre aussi d'éviter certaines erreurs parce que ceux qui viendront après, ils pourront en tirer des enseignements. C'est d'abord qu'ils soient guinéens, parce que l'objectif c'est de gouverner la Guinée, pas le monde, c'est d'aider à trouver des solutions en Guinée et pour les Guinéens. Mais la Guinée ne se limite pas qu'à ceux qui vivent sur les 245 857 km². La Guinée c'est aussi sa diaspora. Cette diaspora qui contribue au développement du pays de façon considérable. C'est toujours l'occasion pour moi de vous féliciter. Et si je demande encore plus, c'est parce que je suis convaincu que le potentiel est encore plus grand par rapport à ce dont le pays a besoin. Ce sont des distinctions qui sont arrivées à l'issue d'un certain nombre de travaux, des projets menés. Je n'ai pas été demandeur. Naturellement, une distinction, ça vous trouve dans votre travail. Et naturellement, ce sont des choses que j'ai mises à profit pour faire profiter d'autres personnes dans notre pays. Et ça continue en termes de capital expérience, en termes de réseautage. Je crois que chaque jour, chacun de nous fait un peu plus pour que les Guinéens puissent bénéficier de ce que nous faisons au quotidien. Pour de porter un projet qui correspond aux besoins des Guinéens, mais également parce que nous sommes convaincus de notre capacité à résoudre les problèmes de notre pays. Ceci étant, ce qui nous a fondamentalement manqué jusque-là, il faut vraiment l'admettre, c'est un État en tant que tel. En Guinée, certes, on dit que nous avons un État. Mais voyez ce qui se passe. Ceux qui disent qu'ils agissent au nom de l'État, ou ils parlent au nom de l'État, vous avez plus l'impression, et ça correspond à la réalité, qu'ils défendent beaucoup plus leurs intérêts que les intérêts des populations qu'ils sont censés servir. Et même lorsqu'une route est faite, les populations la célèbrent comme si c'était un cadeau de quelqu'un. Alors que l'État, c'est une propriété de tous les Guinéens. Lorsque vous venez à un service public, et je l'ai dit aussi dans mon premier livre, lorsqu'on vous traite bien, et ça c'est très rare, dans un service public en Guinée, vous avez l'impression qu'on vous a fait des faveurs. Remarquez, ceux qui sont en Guinée et qui n'ont pas l'habitude de sortir, quand ils quittent le pays, ils vont dans un pays où ils se rendent à un service et qu'ils sont bien traités, ils ont l'impression qu'on leur a accordé une faveur. Ils ont même parfois l'impression, ils ont le doute. Est-ce que ce monsieur-là n'est pas en train de m'arnaquer? Parce que tu as trouvé quelqu'un qui t'a bien reçu. Je suis à votre service. Mais il ne te fait pas ça parce qu'il a un œil particulier pour toi. Il le fait parce que tu le payes pour ça. C'est l'argent qu'on t'enlève dans ton revenu, qu'on appelle des taxes. C'est ce qu'on utilise pour te rendre en termes de services publics, routes, sécurité et tout. Mais on a fabriqué une perception dans la tête des gens comme quoi l'État c'est comme si c'est une propriété privée.
Parce que même en Guinée, quand vous critiquez une action publique, quelqu'un vous réagit comme si vous avez insulté son père, comme si c'est devenu une propriété familiale. Il y a un sérieux travail à faire au niveau de ces mentalités. Et au modèle, puisqu'il s'agit de savoir comment est-ce que nous comptons résoudre ces différents problèmes, nous posons d'abord le problème tel qu'il est. Recréer un État, malheureusement on a des personnes aujourd'hui qui ont galvaudé le terme refondation, donc je ne vais pas l'utiliser, sinon je risque de biaiser votre compréhension. Parce qu'il y a beaucoup de prétentions à Guinée, on pense qu'avec les slogans on va changer le pays. Les slogans ne sont que des mots creux, ça ne change rien du tout. Si les discours allaient développer ce pays, je crois que le premier président faisait 4 heures de discours dans les radios, même paraît-il, les transistors se remuaient tellement que sa voix crachait dans le micro. Ça nous a mené nulle part. Alors nous pensons qu'il faut poser le problème par le bon bout, faire en sorte qu'il y ait un service public de qualité, parce que ça c'est le récipient qui contient tout le reste. Et de nos jours, on ne peut pas penser développer un pays en encourageant les gens à devenir des fonctionnaires de l'administration. Il faudrait créer la possibilité à travers le système éducatif réformé que les gens puissent avoir confiance en leurs idées et qu'ils puissent être accompagnés dans la création de leurs propres initiatives. Parce que lorsque vous venez prendre un poste existant, le plus souvent, vous venez faire la continuité de ce qui était déjà là. Mais lorsque vous faites confiance en une idée et que vous créez une initiative qui est financée, vous créez ce qu'on appelle de la valeur ajoutée. Il y a quelque chose de plus qui vient se rajouter dans le panier global. Et on ne peut pas parler aussi de développement sans le financement des infrastructures. Regardez l'état de notre pays. S'il faut se déplacer dans une capitale comme Conakry, avec 36 km de long et une vingtaine de kilomètres de large, et que vous êtes obligé de faire 5 heures de temps, 4 heures de temps parfois, entre 2 communes, vous ne pouvez pas parler de développement dans ce contexte-là. Il faudrait de la fluidité, il faudrait de la mobilité, et il faudrait que les gens interagissent. La sécurité, la justice sont des éléments essentiels qui sont les socles de tout projet de développement. Donc nous pensons à mettre l'accent sur les aspects structurels, contrairement à ceux qui pensent qu'il faut organiser un forum des investisseurs à Dubaï, un forum des investisseurs à Washington. Ça ne développe pas un pays. Il n'y a aucun pays qui s'est développé avec des forums. L'argent ne manque pas dans le monde. La première chose à faire, c'est comment canaliser l'argent localement d'abord. Si vous avez une économie à 80% informelle, travaillez à formaliser les secteurs d'activité pour au moins qu'on sache ce que chacun fait et qu'on puisse appliquer un système de taxation quand même souple pour que ce qui se fait, qu'on puisse prélever localement. Si déjà on arrive à optimiser les recettes fiscales au niveau local en ayant un répertoire d'activités qui soit vraiment exhaustif, on fera ensuite apport à ce qui viendrait de l'étranger. Ça ne sert à rien de laisser des milliards de dollars potentiellement en Guinée et venir les commander à Washington ou à Pékin. Aujourd'hui, beaucoup se satisfont le fait que la Guinée puisse avoir, on dit avec la Chine, on a de l'argent qui vient rapidement. Mais je vous garantis, ce n'est pas que la Guinée. Moi, ça fait partie de mon travail d'étudier l'architecture des dettes. Beaucoup de pays africains risquent dans le futur d'être des propriétés de la Chine. C'est-à-dire c'est tout le pays qui devient propriété. Parce que la dette, tellement elle va vous étrangler que vous ne pouvez pas élaborer votre budget sans qu'on ne vous fasse assister. Parce que vous devez aux gens. Si vous devez à tout le monde, comment vous allez avoir l'autonomie de votre dépense? C'est comme si le père de famille s'est tellement endetté qu'à un moment donné, c'est les voisins qui viendront lui dire, bon, si tu as 1000 francs, il faut donner 100 francs à ta femme, le reste là, il faut nous rembourser d'abord. Ça risque d'arriver. Mais on ne perçoit pas cela parce qu'on nous cache la vérité. On ne perçoit pas cela parce que nous-mêmes, on n'est pas intéressés à savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, notre vision du développement est très claire et nous pensons qu'avec les Guinéens réunis, tous ensemble, on peut y arriver. On a 3 questions. Allô? Vous m'entendez? Alors, merci beaucoup. Rappelez-moi votre nom. Sakou. Ok. Sakou. Merci pour la question. À l'école, alors, certainement, je dirais, pas qui me fatiguait, mais que je n'aimais pas beaucoup, c'était la biologie.
Ouais. J'avais pas beaucoup de passion pour la biologie. Je trouvais que les mots étaient parfois difficiles à retenir. Donc, je ne faisais pas d'efforts aussi. Parce qu'à l'époque, pendant les examens, le système des coefficients faisait que les matières étaient complémentaires. J'avais de bonnes performances en mathématiques, en physique, chimie, français, je dirais les matières principales. Donc ça me rendait un peu arrogant en me disant que ce que je ne vais pas gagner en biologie, je vais avoir 17 ou peut-être 18 en mathématiques qui allaient être coefficiés pour me combler mon gap. Donc c'est pourquoi je ne faisais pas d'efforts. Ce n'est pas parce que je déteste, mais la biologie en particulier, ça ne me plaisait pas beaucoup. Et on me disait que ça allait aboutir à la médecine. Je n'ai jamais rêvé de devenir médecin, j'ai du respect pour les médecins, c'est eux qui nous donnent la santé. Mais j'ai peur de voir le sang en général. Donc j'ai une allergie. Même si je vois le sang, j'ai des frissons. Donc c'est pourquoi je me dis, être médecin, même faire une injection, je n'allais pas pouvoir. Donc c'est pourquoi je n'ai pas choisi ça. Ok, merci. Monsieur Baldé, les militaires au pouvoir, moi j'évite qu'on généralise en disant en Afrique. Parce qu'il y a quelques pays africains qui connaissent cette réalité. Il y a beaucoup de pays africains qui quand même évoluent bien dans la démocratie, qui quand même s'en sortent par les élections. Mais il faut aussi reconnaître une chose, que la plupart des pays où les coups d'État se répètent, c'est un peu lié à l'échec des politiques. Ça aussi, il faudrait l'admettre. L'exemple pratique de la Guinée, c'est le fait que c'est le 3e mandat d'Alpha Condé qui nous a valu le coup d'État du CNRD. Si Alpha n'avait vraiment pas tenté le 3e mandat, c'est sûr que même si un militaire était intéressé à faire un coup d'État, il n'aurait pas eu le courage. Et même lui, Alpha, en tant qu'ancien président, s'il faisait les élections en 2020 sans être candidat, sans influencer le processus, et laisser les Guinéens choisir quelqu'un qui allait gagner, même si celui qui gagne voulait lui faire des règlements de compte, je crois que les Guinéens l'auraient dit, attention, apaisons ce pays, ce qu'il n'a pas pu faire, essayons de corriger, avançons. Et lui aussi, il allait être le premier ancien président guinéen élu et qui allait être à la retraite. C'est sûr que ça n'allait pas l'amener aujourd'hui à tourner, je ne sais pas, c'est où le domicile du vieux, mais au moins il aurait eu un domicile fixe à Conakry, peut-être à Paris, je ne sais pas où. Personnellement, peut-être si je le trouvais à Paris, en tant qu'ancien président, je serais parti le saluer, bien que je suis de ceux qui sont ses plus grands détracteurs, je l'assume, en tant que politique. Mais il ne nous donne même pas l'occasion d'aller le voir maintenant en tant qu'ancien président. Normalement, on devait l'amener dans nos universités, faire des conférences. Il allait nous dire c'est quoi le pouvoir, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi tel a marché. On allait profiter de lui en lui souhaitant longue vie et bonne santé. Mais même ça, il n'a pas donné cette chance à ces petits-enfants que nous sommes, pour la plupart. Donc, le fait de vouloir s'accrocher pour les civils, ça a donné l'opportunité à certains militaires d'être tentés. Donc, il faut corriger cela, parce que l'Afrique de l'Ouest, en particulier, souffre de ce problème. Sinon, en Afrique de l'Ouest, je l'ai dit dans mon livre aussi, mon premier, dans les années 2000, l'Afrique de l'Ouest a connu le plus grand nombre d'alternances politiques par les urnes. Si vous prenez de 2000 jusqu'en 2014 ou 2015, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, sauf le Togo, a connu une alternance politique par les urnes. Le Sénégal, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, tous ces pays. Et aujourd'hui, la plupart des pays francophones retombent encore dans des histoires de juntes militaires. C'est parce que tous ceux qui ont bénéficié de l'alternance politique par les urnes ont trahi l'esprit de l'alternance, ont voulu conserver le pouvoir. Le seul pays qui a échappé à cela, c'est le Sénégal, qui a un grand niveau de maturité par rapport aux autres pays, où Abdoulaye Wade a voulu un 3e mandat en 2012. Tous les Sénégalais se sont coalisés pour le sanctionner aux urnes et le ranger de côté, et Macky Sall est devenu président. Puisque nous autres pays, on n'a pas cette maturité, ces institutions-là, et c'est pourquoi d'ailleurs, quand ça s'est passé au Sénégal avec l'élection de Diomaye Faye, tout de suite, parce que chez nous, on est très prompt à copier, même si ça ne se ressemble pas, après, les gens commençaient à dire « Ah oui, nous aussi, on veut un jeune ». Mais les mêmes jeunes qui te disent « on veut un jeune », c'est eux qui voulaient 3e mandat pour le vieux hier.
Mais depuis quand tu veux maintenant un jeune? Parce que ça n'a pas marché hier. Et maintenant, c'est les mêmes que je vois qui sont en train de porter les militaires au pouvoir. C'est les mêmes qui me disaient, allez, maintenant, nous, on veut un jeune. Et je les vois maintenant, c'est les militaires aussi, ils courent derrière. Je dis, finalement, vous voulez quoi? Donc, c'est ça, en fait, le problème, ce manque de conviction. J'ai dit, ceux qui me disent, allez, tu dois être le Diomaye Faye, tu dois être celui-ci, tu dois être celui-là. J'ai dit, sois le citoyen sénégalais, tu feras de moi qui tu veux. Parce que ce sont les citoyens de ce pays qui ont fait leurs dirigeants. Ce n'est pas l'inverse. Si on veut comparer, au lieu de s'attaquer à la classe politique, on peut dire oui, les politiciens en Guinée. Mais les citoyens eux-mêmes, comment ils se comportent avec les politiciens? Quand les hommes politiques viennent vous voir, vous dites donnez-nous l'argent. Lui aussi, il sait que vous n'êtes pas sérieux. Il prend l'argent et il vous donne. Il se dit qu'il a acheté votre soutien. Quand vous le soutenez, il arrive au pouvoir, il dit le contrat est fini. Je t'ai donné déjà l'argent, tu m'as soutenu, je ne t'écoute plus. Imaginez, si les hommes politiques venaient, vous allez leur dire donne-nous des garanties que tu vas faire une route ici. Donne-nous des garanties que tu feras un hôpital. Donne-nous des garanties que l'école, là, ça va changer. Vous pensez que ça n'allait pas changer? Moi, je me retrouve dans certaines localités de notre pays avec des délégations, on fait une tournée. On arrive, on explique aux gens notre vision, on termine. Après, ils se forment en délégation pour dire, bon, il nous a envoyé quoi? Vous voyez? Parce que les gens ont perverti. En fait, c'est un jeu d'hypocrisie, en fait, mutuelle. Il faut se le dire. Les politiciens pensent tromper les populations pensent profiter des politiciens. Et finalement, c'est la Guinée qui ne s'en sort pas. Parce que les gens se disent, bon, si je viens avec de l'argent, ça va marcher. Regardez aujourd'hui les propagandes qui se passent. Chaque fonctionnaire nommé, il commence à faire association de son village. Il va dire, vous avez vu, le président m'a nommé. Si vous me déshonorez, c'est tout le village qui va perdre. Le monsieur là n'a jamais payé même les frais de scolarité d'un enfant du village. Jamais. C'est maintenant qu'il se rappelle qu'il a des jeunes dans son village. Il les mobilise, il leur fait porter des t-shirts. Il prend ses jeunes frères et les personnes qu'il aime, il les envoie en Occident, il paye leurs études. Il prend les enfants des autres, il oublie, il les utilise pour la propagande. Il prend des images, il envoie à celui qui a nommé. Tu as vu chez moi là, maintenant tu es le numéro 1. Je le vis aujourd'hui à l'Abbé où je suis né. Des gens avec lesquels j'étais au quartier, avec lesquels j'ai étudié, parce quoi? Ils ont organisé un tournoi de football, ils sont venus à Conakry, ils ont escroqué 1,2 milliard, ils ont partagé 1 milliard à Conakry, ils ne sont même pas allés à la baie, ils prennent 200 millions, ils utilisent les jeunes dans les quartiers là-bas, et ils se promènent, ils portent des t-shirts. Je les appelle, je dis, mais c'est pas à cause de 300 000 tu vas insulter les parents de quelqu'un? Pour des militaires, ça va passer. 500 000, 300 000, ça va t'amener où? On dit, non, grand frère, on nous a trompés. Je dis, c'est vous, vous avez voulu, vous n'êtes pas sérieux. Donc, faisons notre examen de conscience. Certes, les politiques, certains sont pourris, les dirigeants, certains ne sont pas sérieux, mais chaque Guinéen doit s'interroger. Comment il prend la Guinée? Comment il traite la Guinée? Je crois que si chacun peut faire ça consciencieusement et dire désormais je ne me ferai pas avoir, je pense qu'on s'en sortira. Ok. Je crois que c'était... Ah, la question sur ma déclaration, c'est à l'occasion d'une émission du jeudi. Vous savez, en Guinée, et malheureusement, on nous reproduit ça, c'est comme ça que la propagande du PDG RDA créait des victimes et portait des responsabilités sur les gens. Vous dites quelque chose, vous avez des petits malins qui sont au coin de la rue, qui pensent qu'ils peuvent vous prendre à défaut, qui font un extrait de ce que vous avez dit sans partager le contenu, et ils envoient à des gens pour vous faire détester. C'est comme ça qu'on a caricaturé tellement de personnes dans ce pays. On dit tel a dit ça, tel a fait ça. Un bout de phrase, ça n'exprime pas une idée. J'ai vu, je ne sais pas quelle est l'origine de ce site. Et d'ailleurs, même ce propos, à rien il est dangereux. Quand je dis certains se sont arrangés pour faire de Farana et Kankan le centre du pouvoir. Centre, ça veut dire une position géographique. Le centre du pouvoir, c'est où? C'est Conakry et Kaloum. Si maintenant vous voulez que ceux qui veulent des postes aillent jusqu'à Farana et Kankan, ça se fait comment? Vous avez déplacé le centre du pouvoir. Si quelqu'un doit être nommé directeur national, on lui dit va voir la mère de tel, va voir le frère de tel, il est à Kankan, il est à Farana. Ça, c'est pas un État. L'État, c'est pas une famille. En Guinée, tu dénonces des choses comme ça.
quelqu'un peut applaudir un tueur par balle, mais il trouve que c'est toi qui dénonces les choses, que c'est toi qui as des problèmes. Non. Moi, c'est des choses qui ne me distraient pas. Parce que simplement, et je l'ai dit sur une de mes publications, lorsqu'une personne malhonnête vous dit que vous l'avez déçu, c'est que vous êtes sur la bonne voie. C'est aussi simple que ça. Les gens manquent de bonne foi. Ils cherchent des arguments là où ça n'existe pas. J'ai vu cette polémique. La cellule de communication du parti a estimé que c'était important d'amener des précisions pour éviter que les personnes de bonne foi ne soient distraites, renversées dans ça. Mais quoi qu'il en soit, je sais l'origine de ces choses-là. Si tu soutiens une junte militaire pour confisquer le pouvoir, tu n'es pas crédible pour critiquer quelqu'un qui se bat pour la démocratie. Donc ils ne me distraient pas. Ils n'ont qu'à chercher encore. Ils vont en trouver. Et c'est cela la réalité. Aujourd'hui, on a parmi ceux qui nous dirigent des gens qui vous font croire qu'ils sont des héritiers de Sékou Touré. Je l'ai dit. Sékou Touré, c'est un patrimoine national. Il a été le président de la Guinée. Pourquoi je n'ai pas le droit de parler de lui? Si toi, tu penses que c'est quelqu'un de ta famille, moi, je pense qu'il était un ancien président. Je le critique à ma convenance. Je critique Lansana Conté à ma convenance. Je critique Dadi. Je ne parle pas de leur famille. Je parle de ce qu'ils ont fait à la tête de la Guinée. Parce que ce qui se fait souvent, ils ont une stratégie. Lorsque tu en parles, ils trouvent un moyen de t'insulter pour te faire reculer parce qu'ils ne veulent pas que la vérité éclate. Et quand tu perds cette attention-là, il se dit souvent que c'est lui qui chasse une fauve. Il ne fait pas attention au bruit des écureuils. Sinon, c'est la fauve qui va te chasser. Donc, moi, je sais ce que je vise. Je sais sur quoi je marche. Je suis convaincu que ce que j'ai dit, c'est dans l'intérêt du pays. Si quelqu'un est fâché, s'il a des arguments, il peut les développer. Mais si tu penses que c'est en m'insultant que tu vas faire prospérer ton projet, c'est que tu perds du temps. La caricature n'a jamais fait prospérer un projet. On va beau mentir sur vous, on va beau vouloir vous salir. Si vous n'êtes pas ce qu'eux ils pensent, ça ne fera pas de vous une mauvaise personne. Donc, je leur demande du courage. Ils vont me trouver sur leur chemin. Surtout, on était ensemble à Conakry et je peux en témoigner que je suis un témoin oculaire lors de sa présentation de son premier livre à Conakry. On était ensemble et si on se voit ici, c'est vraiment un plaisir exquis. Je m'en vais poser des questions à M. Ba. La première question, tout naturellement, c'est sur ces deux ouvrages. On a vu de leaders d'opinion, on a vu des présidents, on a vu des opposants qui ont écrit. Maintenant, je voudrais savoir avec M. Aliouba en personne, parce que c'est une aubaine pour moi de le rencontrer ici et de réitérer mon affection vis-à-vis de sa personne. Maintenant, je voudrais savoir, M. Ba, d'où est partie l'idée d'écrire. Parce que vous avez déjà deux ouvrages. Maintenant, je voudrais savoir d'où est partie l'idée d'écrire et pourquoi vous avez écrit. Et la deuxième question, tout naturellement, c'est lié à l'actualité sociopolitique de notre pays. À l'arrivée après le 5 septembre 2021, on avait entendu pas mal de promesses qui nous disaient on ne va pas reprendre les erreurs du passé, aucun Guinéen ne va mourir pour la cause politique, tout ça on a entendu. Aujourd'hui, on a constaté pas mal de dérives, il faut le dire. Maintenant, après avoir constaté le retrait des agréments de trois médias qui ont la plus grande écoute, disons, et aussi que les Guinéens ont été présentés le corps du colonel Célestin tout dernièrement, et aussi pas mal, je veux dire, la disparition de deux leaders, pas les moindres. Quand je parle de Foni Kemenge et de Biloba, ce ne sont pas des petites personnes. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut admettre, avec vous, M. Aliouba, étant président du modèle, est-ce qu'on peut admettre qu'il y a de l'indifférence de la communauté internationale vis-à-vis de la situation sociopolitique de la Guinée? Merci. Bonsoir, monsieur. Je me nomme Barry Lazibert. Ma question part particulièrement du côté du livre. Ma question est de savoir, est-ce que votre écriture est-elle influencée par un autre auteur?
j'ai vécu, je me suis construit par les livres. Je me suis construit, chacun de nous a appris quelque chose de quelqu'un. Mais chaque fois que je finissais de lire un livre, la question que je me posais, c'était de savoir qu'est-ce que moi aussi je peux faire d'aussi utile. Parce que ce sont les livres qui ont contribué à faire de moi ce que je suis. Donc, cette question, je voulais répondre à cette question en me disant qu'à travers mon engagement politique, chaque fois que j'aurai des choses importantes à partager, je vais me faire le devoir de le faire. Et aussi, sur la base de l'histoire de notre pays, comme je le dis, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui ont traversé l'histoire de notre pays, qui n'ont pas laissé de traces en dehors de ce que chacun peut témoigner d'eux. Et pourtant, c'est les grandes figures de l'histoire politique du pays. J'aurais aimé, ce n'est pas des reproches que je leur fais, mais j'aurais aimé lire un livre que Yawadou Bari aurait écrit. J'aurais aimé lire un livre que Yassine Diallo aurait écrit. J'aurais aimé lire un livre que Koumandian Keïta aurait écrit. J'aurais aimé lire un livre que Siradou Diallo, Bamamadou aurait laissé. Et personnellement, j'ai même interpellé le président de l'UFDG, El Selou, en lui demandant d'écrire, parce que c'est important, il a beaucoup de choses, il a traversé beaucoup de choses, c'est une grande figure politique de notre pays. Il doit laisser à ses héritiers que nous sommes, ses jeunes frères et autres, son expérience de la vie politique nationale, pour avoir été au pouvoir à un moment et pour aujourd'hui avoir été un acteur politique, il continue de l'être. J'aurais aimé, j'ai vu Alpha Condé, ce qu'il a écrit, j'ai vu par la suite aussi, j'ai vu Bamamadou, plutôt Jean-Marie Doré, quand j'étais président du club culturel de mon université, quand j'étais étudiant. Nous avions invité Jean-Marie Doré à nous animer une conférence lorsqu'il a écrit sur la résistance coloniale en Guinée forestière. Donc, j'ai été entouré, j'ai vécu dans ce milieu-là, et moi aussi, je me dis, comme mes aînés, j'aimerais bien contribuer à combler ce vide. Et je crois qu'écrire, c'est une façon de s'immortaliser. Nous sommes tous des mortels, que Dieu nous donne longue vie et bonne santé, mais un jour on disparaîtra. Mais je pense que cette œuvre, elle disparaîtra jamais. Peut-être ne serait-ce que pour mes enfants, on va leur parler de leur père, ça c'est sûr. Mais après, il y a des conneries qu'on ne va pas leur raconter sur leur père, parce que leur père a pris le soin lui-même de poser sur papier avant de disparaître pour mes petits-enfants. Donc, comme on le dit, on peut vivre dans les comme on maintenant, on a des oralités, il y a des achanabe. Et nani katari kame wanofuta, tcherno samba mombea, et gande goube achube piji. Il faut vulgariser ça. Il faut vulgariser ça pour que ça reste. Donc, c'est ce qui m'a motivé à écrire, c'est ce qui me motive à écrire. Et je pense que c'est utile. Merci, c'est gentil. Indifférence, communauté internationale, le vice-président a répondu. Armée américaine, armée française. J'ai écouté. La Guinée a toujours collaboré avec la plupart des pays par rapport à la coopération militaire, pour ajouter à ce que le vice-président a dit. Vous savez, en Guinée, on a des commandos chinois, vous le saviez, non? Vous qui avez posé la question. Il y a des commandos chinois. Ils ont été formés par la Chine. Il y a les Rangers, ils ont été formés par les Américains. Il y a Bata, il y a d'autres unités qui ont été formées par les Français, etc., etc. Donc il faut mettre ça dans le cadre de la coopération internationale. Ces histoires de base militaire, de coopération et tout, des arguments, moi je ne suis pas trop partisan. Ça ne freine pas notre développement. Que l'ambassade de France soit construite avec des cartons et l'ambassade des États-Unis avec des immeubles, ça n'a aucun impact sur notre développement. Parce que c'est nous qui construisons notre pays. Les ambassades abritent des services administratifs, c'est tout. Les Américains aiment ce qui est grand, peut-être les Chinois aiment ce qui est petit. C'est une histoire de goût. Moi, en tout cas, ça ne me pose aucun problème. Le plus important, qu'est-ce que les Guinéens eux-mêmes vont construire dans leur propre pays? C'est ça. Parce que ce n'est pas une ambassade qui va rendre la Guinée belle ou vilaine. Ça n'a pas de sens. Ok. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a une question qui a influencé ou est-ce qu'il y a de l'influence dans ma... En fait, si j'ai bien compris, vous voulez savoir s'il y a des personnes qui m'inspirent, il y a des écrivains qui m'inspirent. Oui, il y en a beaucoup parce que j'ai lu beaucoup. Je continue de lire. Ma première carte d'abonnement à la bibliothèque de l'abbé, j'étais en 4e année. Et je ne sais pas combien d'auteurs j'ai lu. Mais j'aime beaucoup
les auteurs, il y en a qui sont contemporains. Achille Pembe, je le lis beaucoup. Et également Souleymane Bachir Diagne, qui est actuellement à Columbia ici. Je lis beaucoup, qui fait des livres de philosophie. Et je lis aussi les livres politiques, les livres d'autobiographie. Et je lis également mon vice-président, qui a écrit un ouvrage très inspirant de développement personnel. Donc, ma vie, c'est entre les livres, en fait. La première question que je vois ici, je sais que moi je vis ici et la plupart des participants veulent parler du président, c'est normal. Mais au même moment, c'est vous qui dites que voilà, il faut éviter la personnalité, la personnalisation. Donc le modèle, ce n'est pas une personne. C'est vrai, c'est sa tête qui est vue partout, mais voilà, c'est plusieurs personnes. Alors, il y a une question ici par rapport à l'indifférence de la communauté internationale. Je pense qu'il en a dit déjà. On ne peut pas compter sur les autres, nous comptons sur nous-mêmes. Vous savez, la Guinée est un pays riche. Nous sommes à un moment où la géopolitique est très compliquée. Si par exemple, les Guinéens, les Russes, je veux dire les Américains ou les Français arrivent à serrer un peu la Guinée, la dictature va dire écoutez, nous allons aller vers les Russes et vice-versa. Donc, nous pouvons compter sur nous-mêmes, on ne peut pas compter sur les autres pour changer pour nous. Voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question, mais je pense que de façon brève, c'est un peu ça. Comptons sur nous, il y a les potentiels à nous, croyons nos possibilités. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, utilisons nos intelligences pour pouvoir affronter la dictature. Bon, il y a une autre question qui est dirigée vers M. Aliouba. Est-ce que vous avez le courage d'affronter, appeler Doumbouya? Écoutez, c'est vrai, Aliouba n'a pas besoin maintenant de démontrer qui il est. Être courageux ne veut pas dire insulter quelqu'un ou bien l'appeler à un nom. Ça ne veut absolument rien dire, ça ne peut pas changer grand-chose. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je dis, il faut appeler quelqu'un à un nom. Spécifier un nom ne veut pas dire, ce n'est pas une arme de lutte. La lutte se fait avec beaucoup d'intelligence, avec la coalition et beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas discuter. Mais c'est pas, Aliouba n'a pas besoin maintenant de vous démontrer s'il est courageux ou pas. De toutes les façons, chacun peut juger après 15 ans sur la scène politique, chacun peut juger un peu qui il est. J'ai constaté, comme peut-être tout le monde en Guinée, lorsque le leader n'est plus là, le parti n'existe plus. Du PDG au PUP, au RPG qui en vient. Alors, ne pensez-vous pas que c'est mieux de cultiver une culture, c'est-à-dire, au lieu de suivre une personne, il faut suivre des idéologies. Donc, quel est le travail que le modèle fait pour ne pas que les militants suivent M. Aliouba, mais qu'ils plutôt suivent les idéaux du parti en général? Merci bien. Moi, c'est Diallo Ibrahima Souri. Je suis ingénieur agroforestier. Je suis sortant de l'université de Farana. Ok, moi je voudrais demander à Monsieur le Président par rapport à l'introduction de la Guinée à la francophonie. Merci. Alors la première question, merci beaucoup Monsieur le Président et pour votre présence. Le projet prioritaire, et comme vous l'avez dit, je crois que je l'ai mentionné également, tout est prioritaire, tout est à faire. Et j'ai répondu partiellement à la question dans la présentation en disant que ce qui a manqué à la Guinée et ce qui mérite d'être d'abord fait, c'est comment créer un État dans le sens d'un service public. Parce qu'on a beau vouloir dire que le privé va développer une économie, mais c'est quand il y a un système de régulation qui fait que ce que le privé fait, ça va bénéficier à tout le monde. Et dans un pays, l'État, c'est le récipient. Et c'est le récipient qui contient tout le reste. Que ce soit le privé, que ce soit même la coopération étrangère, si ça ne vient pas vers un service public qualifié, vous n'avez pas... L'État est la seule entité d'un pays qui peut traiter équitablement tous les citoyens ou qui doit traiter équitablement tous les citoyens. Tout ce qui est initiative privée ou personnelle, ça concerne que des particuliers. Ça dépend des objectifs visés. Et donc, en Guinée, malheureusement, cet État a été personnalisé et politisé à outrance. Vous voyez, par exemple, en Guinée, à l'intérieur du pays, la seule façon de sentir l'administration, c'est quand
les préfets et les gouverneurs peuvent menacer les populations, ou extirper quelque chose, ou en tout cas agir dans le sens négatif. Alors, notre première ambition, c'est de mettre d'abord un dispositif institutionnel qui permet à chaque Guinéen de se dire « ça c'est fait pour moi, ça me parle ». Et ensuite, il faut travailler à déconcentrer la structure du pouvoir. En Guinée, le centralisme du pouvoir, et je l'ai développé aussi dans le livre, est un véritable handicap. Parce que dès qu'il y a centralisme, il y a personnalisation. Regardez, même quand ce sont des éleveurs qui sont en conflit à Beila, vous les entendez dire il faut qu'on aille voir le président pour trancher. Donc, l'esprit de tout le monde est au niveau du sommet. Alors lorsqu'il y a une schématisation qui déconcentre le pouvoir, un citoyen est plus intéressé à connaître son maire et son conseil communal qu'un président de la République qui est très éloigné de lui. Parce que la plupart des problèmes immédiats qu'il faut résoudre relèvent de la responsabilité de l'administration communale. Parce que ce sont des problèmes de proximité. Et c'est pourquoi, dans ce schéma, nous pensons qu'il faut faire la promotion politique au niveau local pour ne pas être tout le temps avoir un parti qui gagne les élections et qui gouverne tout. Parce que si vous donnez la totalité des pouvoirs à une entité, quelle que soit sa bonne foi, elle a tendance à en abuser. Et la meilleure façon d'équilibrer les pouvoirs, c'est de faire en sorte que ceux qui gagnent à la base ne soient pas forcément ceux qui gagnent au sommet, ou bien qu'on trouve un moyen de les rendre complémentaires. Sinon, si vous n'avez pas cet équilibre, même si vous importez Obama, vous en faites président de la Guinée, il y a cet obstacle institutionnel qui se pose et il se trouve que vous n'avez pas la fluidité des réformes que vous posez. Dans mon premier livre, j'ai expliqué par exemple comment on pourrait institutionnaliser les associations des parents d'élèves. Regardez aujourd'hui, les enseignants ont abandonné, les parents ont abandonné et les enfants sont devenus génération TikTok et tout ce qui peut les permettre de dérouter. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de barrage. On s'étonne de voir sur les réseaux sociaux, ça dérape de partout. Mais ceux qui parlent là, est-ce qu'ils ont la possibilité de se dire « Non, j'ai un frère quelque part qui peut voir ce que j'ai posté. J'ai une sœur quelque part, j'ai ma mère qui doit faire attention à ça. » Les gens se fichent de ça. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un qui sait pertinemment que son frère ne fait aucun travail ou sa sœur ne fait aucun travail, mais qui expose un niveau de vie très élevé. C'est les membres de la famille qui viennent commenter là-bas pour dire « Nous sommes fiers de toi ». Tu sais très bien que ce que la personne fait, ce n'est pas correct. Parce qu'on ne peut pas gagner de l'argent facile comme ça. Il y a quelque chose que tu fais qui ne soit pas correct. Mais on ne cherche pas à savoir ce que tu fais. Le plus important, c'est ce que toi, tu vas nous donner. Donc, quand on parle de développement, c'est par les hommes et pour les hommes. Alors, recréer cette entité, État, qui sera un service public auquel tout le monde se reconnaît, et que chaque citoyen soit conscientisé que si vous trouvez un fonctionnaire à son bureau, c'est lui qui doit être votre serviteur. Il n'a pas à mal vous traiter parce que si vous ne payez pas vos taxes et vos impôts, celui-ci ne percevra pas son salaire. Il faut à la fois conscientiser les gens sur leurs responsabilités et ceux qui doivent bénéficier de ces services pour qu'ils soient exigeants. Tant que nous n'avons pas la conscience d'être exigeants, il n'y a aucun dirigeant qui va bien nous traiter. Tous les dirigeants du monde, d'une façon ou d'une autre, basiquement, ils se valent. On ne quitte pas le pouvoir de gaieté de cœur. Je crois que l'Amérique a montré un exemple récent. Si Donald Trump était africain, c'est sûr qu'il serait resté Mugabe. Mais ce pays a construit des institutions et des hommes qui sont plus forts qu'un président. Un président est un esclave des citoyens. Un fonctionnaire est un esclave des citoyens. Si nous n'arrivons pas à cela, nous qui sommes habitués à la culture du chef, le royaume, le père de famille, le chef a dit, le chef a décrété, et un président qui donne, qui distribue, on dit le président il est gentil, alors que c'est un voleur qui donne ce qui ne lui appartient pas. Tant qu'on ne travaille pas ces mentalités, on ne s'en sortira pas. Donc, raison pour laquelle nous nous sommes dit, la première action prioritaire serait
de remettre en place un ensemble d'institutions qui puissent amener les gens à se rendre compte, désormais, vous avez un État qui vous sert. Et ça passe aussi par l'exemplarité. Si vous-même, vous n'êtes pas exemplaire, on a beau élaborer des constitutions dans notre pays, on en fait des lois. Ce ne sont pas les lois qui se pratiquent elles-mêmes. Ce sont les hommes qui mettent en pratique les lois. On a un sérieux problème de leadership, raison pour laquelle l'exemplarité est quelque chose de très important à nos yeux. Vice-président, par rapport à la deuxième question sur le modèle et son fonctionnement et surtout éviter le piège de la personnalisation du parti. Je crois que la question c'est autour de ça. Merci beaucoup. Heureusement, c'est une personne que je connais très bien qui m'a pratiqué. Et moi, je suis le vice-président chargé de formation. Je ne pense pas que vous entendez ça dans les partis politiques. Modèle est le seul, si je ne m'abuse, qui a un vice-président spécialement chargé de la formation. Donc, nous formons nos jeunes au leadership. Monsieur Ali Ouba, c'est une voix. Je viens de vous parler de quelque chose, la discussion qui se passe à l'interne. Ali Ouba, c'est une voix. S'il n'arrive pas à nous convaincre, eh bien, il doit accepter ce que la majorité veut. D'abord, c'est libérer la parole à l'interne, faire de sorte que les gens soient capables d'intervenir, qu'ils se sentent que vraiment ce n'est pas un monstre qui est là, qui crache tout le monde. Donc, c'est cette discipline que nous avons. Et vous avez vu ce qui s'est passé au Canada. Moi, par exemple, j'étais le vice-président chargé de formation. D'abord, le secrétaire général, on dit Amérique du Nord. Alors, j'ai dit aux gars, écoutez, le Canada est un grand pays. D'abord, c'est les intellectuels qui sont là-bas. Mais pourquoi ne pas diviser ça en deux? Il y en a qui m'ont dit, écoutez, il ne faut pas faire ça, toi-même tu vas diminuer ton pouvoir. J'ai dit non, moi mon pouvoir serait grand quand les deux sont grands. Ça n'a pas de sens. J'ai fait plusieurs voyages au Canada et finalement, j'ai réussi à convaincre le bureau exécutif pour accepter que je divise la fédération en deux. Ça a été fait et vous avez vu ce qui s'est passé au Canada. Aujourd'hui, c'est la meilleure fédération que nous avons au niveau international. Donc, ce que nous faisons, nous suivons l'idéologie du parti et très souvent, vous n'entendez pas certains parler. Ali Ouba voyage beaucoup, mais il y a toujours l'Assemblée générale qui marche comme il faut. Vous voyez? Donc, cela veut dire qu'il y a une base qui est là. Mais la discipline du parti fait que ce n'est pas n'importe qui parle au nom de tout le monde. Parce que la communication, c'est quelque chose qui est très belle. Elle peut te construire, mais aussi te détruire. Et comme nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui communique bien, on ne change pas souvent l'équipe qui gagne. Alors on lui donne le micro, parfois il ne veut pas du tout le faire, mais en l'imposant à le faire. Mais s'il ne peut pas, ben moi je fais partie des personnes qui aiment parler aussi. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'autres modèles. Quand vous entendez parler de modèles, c'est l'ensemble de jeunes intellectuels qui peuvent se défendre, qui peuvent défendre le parti. Ali Ouba, quand il a un projet comme ce projet-là, c'est un projet personnel, mais on ne peut pas dissocier de la personne à la politique. Dès qu'on dit Ali Ouba, chacun de nous se reconnaît à un nom. Tout nom est associé à quelque chose. Quand on dit Dadis, au lieu de voir son visage, vous voyez déjà un caractère qui est associé à cela. Ali Ouba, voilà, c'est la même chose sur la politique, mais rassurez-vous qu'à leur terme, nous ne sommes pas des gens qui disent oui, oui. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire non, et je fais partie de ces personnes. La question que je m'avais posée, c'est par rapport à nos camarades en détention, que je refuse de dire en disparition. Ils sont détenus par la junte au pouvoir. C'est bien sûr le cas de Fonik Mengue et de Bilo Diaspa. Président, est-ce que vous avez des informations concernant nos camarades? Si vous en avez, est-ce que vous pouvez nous les donner? Par rapport à l'interpellation de général Baïlo, je n'ai pas d'informations précises sur la situation actuelle de nos camarades de lutte, en l'occurrence Fonik Mengue et Bilo. Vous savez déjà qu'est-ce que le modèle a fait et continue de faire depuis le début, ça n'a pas besoin de publicité. Personnellement, ce sont deux jeunes qui ont toujours été proches de moi, avec lesquels j'ai partagé plusieurs années de lutte. Et ça nous touche. C'est vrai, c'est très difficile chaque seconde qu'on se remet à la place de leur famille, de leurs proches du pays. Ils ne méritent pas ça, mais ça fait partie aussi de l'histoire de notre pays, des choses que nous dénonçons au quotidien.
généralement les meilleurs fils de ce pays se sont retrouvés dans ces circonstances-là. Et la chose importante à faire aujourd'hui, c'est de ne pas les oublier et de continuer de revendiquer leur libération et que justice soit rendue à leur famille et à eux-mêmes. Certes, c'est inquiétant, mais ce n'est pas désespérant, dans la mesure où des efforts sont en train d'être fournis pour mettre la pression. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites en termes pour donner de la visibilité, parce que les médias sont éteints en Guinée, en tout cas les médias les plus audibles, qui ont plus d'audience sont éteints. Ceux qui l'ont fait pensaient que ça allait pas faire assez d'écho. Et personnellement, je ne vais pas exposer ici ce que j'ai fait, parce que je ne le fais pas pour se donner une quelconque visibilité. Mais je peux vous garantir que leur situation fait partie de nos priorités du moment. On continue de se battre et utiliser nos réseaux relationnels, utiliser notre modeste voix, utiliser nos plumes pour pouvoir le faire. Et j'espère, je crois qu'on va les retrouver. On le souhaite, ce n'est pas qu'un souhait, mais il y a quelque chose qui me dit, je ne prophétise pas, il y a quelque chose qui me dit qu'on est presque au bout du tunnel. En tout cas, il le faut. Parce que si nous cessons d'espérer, si nous cessons de croire, nous allons cesser de lutter. Donc, je remercie tous ceux qui ont travaillé dessus, tous ceux qui contribuent à donner de la visibilité à cela et tous ceux qui font des choses, que ce soit dans la discrétion ou de façon exposée. Ils ont besoin de nous et nous sommes là et nous serons toujours là pour eux. Et la question sur l'avenir de la Guinée, oui, bien naturellement, cette question, à mon avis, est-ce qu'il y a un avenir en Guinée? Il y a bien sûr un avenir en Guinée. Vous savez, il ne faut pas qu'on soit quand même des commentateurs de l'actualité, qu'on voit simplement parce que ça se passe aujourd'hui, et puis on se dit ça ne marche plus. On est tous aujourd'hui sur le territoire américain, mais ce pays a une histoire, et une histoire très douloureuse. Il ne faut pas croire que tout ce qui a été fait là, vous le savez, ceci n'a pas été fait d'un jour à un autre. Après plus de deux siècles de démocratie, jusqu'à présent, il y a encore de la persistance. On peut croire qu'en Guinée, le discours est violent, la politique elle est violente, mais même dans ce pays, si vous entendez les hommes politiques, vous posez des questions, à savoir un tel niveau de démocratie avec des hommes politiques aussi véreux. On a parlé tout de suite de Donald Trump qui voulait s'accrocher au pouvoir. À un moment donné, certains peuvent vous faire croire que ce n'est qu'en Afrique que c'est possible. Il y a des gens qui le tentent tous les jours ici. Donc la Guinée ne fait pas exception à cela. C'est difficile, mais 66 ans, c'est beaucoup dans la vie d'une personne, mais c'est insignifiant dans la vie d'une nation. Un pays se construit des siècles et des siècles. Moi, ce qui nous revient à faire, c'est de faire notre part du boulot, laisser un héritage dont nous sommes fiers pour que nos enfants puissent poursuivre. Parce que la lutte ne s'arrêtera jamais. Il ne faut pas voir la Guinée sous l'angle du verre à moitié vide, parce que vous avez l'impression que rien n'est fait. Il faut voir la Guinée sous l'angle du verre à moitié plein. Je vous donne un exemple très pratique que j'ai même cité dans mon livre. Le premier président, Feu Ahmed Sékou Touré, a gouverné le pays d'une main de fer pendant 26 ans. Il est mort au pouvoir. Le deuxième président, Feu Lansana Conté, l'a fait pendant 24 ans. Donc de 26, on est passé à 24. La transition du CMRN qui a commencé en 84 s'est terminée en 2008 suite à la mort du général Lansana Conté. Un militaire est venu, il a voulu faire une transition éternelle, il a été freiné. Des élections ont été faites. Un civil est venu, il a voulu faire un pouvoir civil éternel, il a été freiné. De 26, nous sommes passés à 24. De 24, nous sommes passés à 11. Alpha a fait 11 ans. Ceux qui sont là aujourd'hui, de la même manière, ils veulent faire une transition d'un mandat, ils seront freinés. Vous ne pensez pas que ça se réduit là? Moi, je l'ai dit, et je suis convaincu de ça. Il n'y a personne qui pourra confisquer le pouvoir en Guinée et le garder et rester assis sur ça sans légitimité. Ne vous faites même pas des illusions. Tout ce que vous entendez comme bruit, comme propagande des opportunités, c'est fondé sur rien du tout. Ils n'ont aucune certitude. Mais ils essayent en Guinée parce qu'ils vont tellement loin dans le mal qu'à un moment donné, ils se posent des questions. Et si je recule, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc ils sont animés par le sentiment de la peur de ce qui peut leur arriver s'ils reculent. Quand quelqu'un fait comme ça, c'est que lui-même il est inquiet pour son propre sort.
Vous pensez que si les gens n'étaient pas déterminés au tout début, l'agenda là aurait été déroulé depuis longtemps. Ils ont fermé les médias, mais est-ce qu'ils empêchent les gens de s'exprimer? Ils n'arrivent pas à massifier leur cause. Parce qu'aujourd'hui, dans certaines villes, ils sont en train de nous rééditer ce qu'on a connu avant, aller sortir des enfants à l'école pour pouvoir mobiliser une masse. Aller sortir des fonctionnaires, comme ça se faisait avec le premier régime, un système communiste, aller sortir des fonctionnaires, les aligner de l'aéroport. Vous pensez que... Alors, je l'ai dit, ce n'est pas la liberté de manifester qui est confisquée en Guinée. Ce n'est pas le droit de... C'est pas manifester qui est interdit. C'est être en désaccord avec la junte qui est interdit. Parce que c'est eux-mêmes qui financent les manifestations quand c'est en leur faveur. Les Guinéens ne sont pas obligés d'être tous ensemble d'un même avis. Imaginez si on faisait tomber la peur aujourd'hui et que tous les Guinéens sur l'ensemble du territoire national n'ont pas peur d'être tués, n'ont pas peur d'être arrêtés, n'ont pas peur d'être kidnappés. La classe politique appelle un seul jour une mobilisation sur l'ensemble du territoire national. Je vous garantis que toute la Guinée va se mobiliser en un clap de doigts. Mais c'est la peur. Vous entendez le gouverneur, le préfet de Kankan. Vous avez entendu avant lui Sorisano, le préfet de Zérékoré, qui disait que si Alpha Condé me demande d'égorger quelqu'un, je vais le faire. Il est où? Maintenant, il ne peut pas égorger parce qu'il n'est plus préfet. Celui qui était à Kankan, il était là-bas, c'est lui qui dit, voilà, l'effigie de quelqu'un qui est plus importante que l'âme d'une personne. Tu dis, il a brûlé. Il y a des gens qui ont, même le Congrès, ils l'ont vandalisé ici. Mais les policiers n'ont pas tiré délibérément ceux qui l'ont fait. Il y a eu des policiers qui sont morts, il y a eu des civils qui sont morts, mais on connaît les conditions. L'humain est plus important que n'importe quoi dans un pays. Mais si on dit la photo d'un président est plus importante que l'âme d'une personne et quelqu'un vient en public pour dire ça on va le faire et je vous donne encore, je vous mets en garde, c'est lui qui va le faire, il va terminer comme l'autre. C'est quoi, une suspension administrative, c'est ce qui va nous distraire? Non. C'est pourquoi c'est important de porter plainte. Parce que la justice, elle se rendra d'une façon ou d'une autre, un jour ou l'autre. Donc il y a un avenir en Guinée, il ne faut même pas se le douter. Mais cet avenir-là, c'est nous qui allons le bâtir. Vous devez participer à la construction de cet avenir. Mais tant qu'on va rester là, à dire qu'on sait que les caniveaux sont sales, mais moi je veux garder mes mains propres, mais je veux que les caniveaux soient propres, ça ne marchera pas. Il faut qu'on mette les mains dans les caniveaux, il faut qu'on nettoie. On va se salir les mains, on nettoie. Si on ne nettoie pas, nos enfants ne trouveront pas quelque chose de propre. C'est aussi simple que ça. Impliquons-nous, ne soyez pas apolitiques. N'attendez pas que ce soit quelqu'un qui le fera pour vous. Personne d'autre. Ni un Américain, ni un Chinois, ni un Japonais. Ce sont les Guinéens qui feront la Guinée. Si on décide de laisser faire, ou bien le fait de dire, moi je suis parti, le reste je m'en fous, on ne peut pas. Parce que ceux qui sont là-bas, on peut quitter le pays. Mais on ne peut pas enlever de ce qu'on a du pays en soi. Et personne ne peut faire amener toute sa famille. Il y a toujours des gens qui comptent pour vous, qui vont rester. Donc, il y a un avenir en Guinée et on va le bâtir ensemble. Vous avez demandé s'il y a des moyens pour se battre pour le retour à l'ordre constitutionnel. Évidemment, les politiciens y travaillent pour ceux qui sont sérieux. Il y en a qui ont quand même de l'appétit parce qu'actuellement ça distribue de l'argent, c'est toujours comme ça. Mais dans tous les pays du monde, il y a des politiciens sérieux, il y en a des gens qui ne sont pas sérieux. Et c'est dans toutes les communautés aussi. Donc, la vérité finira par triompher, mais on continue de se battre, on continue de se concerter. Mais lorsqu'on parle de stratégie, ne me demandez pas à l'occasion d'un meeting politique de vous exposer ce qu'on aura comme stratégie, ça ne servira à rien. La question sur l'OIF. Après, je crois qu'il y a une pause que je dois prendre pour les questions. En tout cas, la réintégration de la Guinée sur l'OIF. En fait, c'est étonnant, parce que la Guinée, la position actuelle du pays ne lui permet pas de réunir les conditions de réintégrer une institution qui se veut démocratique, la promotion des valeurs culturelles de la démocratie. Mais cela est compréhensible dans le sens où le monde actuel vit une véritable crise du multilatéralisme. La plupart des institutions internationales sont devenues inaudibles. Les Nations Unies, ça organise des sessions, ça organise des assemblées, ça fait des déclarations, ça fait des communiqués, ça fait des résolutions, mais il n'y a personne qui prend en compte. Donc, nous vivons dans un monde où les dirigeants puissants ont pris le dessus sur les institutions.
Donc l'OIF n'échappe pas à ça, les Nations Unies n'échappent pas à ça, la CEDEAO n'échappe pas à ça, l'Union africaine n'échappe pas à ça, et même l'Union européenne. Donc vous pouvez le remarquer, actuellement le monde est en guerre, Poutine fait ce qu'il veut, Netanyahu fait ce qu'il veut, Biden fait ce qu'il veut, Macron fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut selon la capacité d'influence que le dirigeant a sur le reste du monde. Les Nations Unies se réunissent parce que c'est les fonctionnaires qui doivent être payés, mais ça ne sert à rien de venir auprès de ces institutions maintenant et chercher un plaidoyer. Sur le principe, ils vont faire des déclarations, mais il n'y a pas au moins d'influence sur le cours de l'histoire ou le cours des événements dans les États. Donc la réintégration de l'OIF, j'ai vu que la jeune se satisfait de ça, mais je crois que nous devons être conscients que notre destin et notre avenir ne se décidera ni à Washington, ni à Pékin, ni à Paris, ni à Abuja. Ça se jouera en Guinée. Tout dépend du rapport de force qu'on mettra dans la balance pour changer les choses chez nous. Il n'y a personne, aucun dirigeant, quelqu'un qui habite à 6000 km de chez toi, qui a ses propres problèmes qu'il n'arrive pas à résoudre. Pourquoi tu vas croire que celui-ci va abandonner ses problèmes pour t'aider à régler toi tes problèmes? Ça ne peut pas marcher. J'ai discuté banalement avec un dirigeant dont je ne vais pas dire le nom, qui n'est pas guinéen. Il me dit, donne-moi une raison qui va m'amener à m'intéresser à ton pays. Et il a raison. Il me donne l'exemple. Il dit, tu connais bien la Somalie, non? J'ai dit oui. La Somalie est un non-État depuis les années 90. Est-ce que tu as une fois pris la peine de penser à un Somalien, à plus forte raison poser un acte pour un Somalien? J'ai dit non, je ne l'ai pas fait. Il dit parce que ça ne t'intéresse pas. Ça ne peut pas t'intéresser. La Guinée, je ne suis pas guinéen, ça ne m'intéresse pas de dire que je vais faire des efforts pour t'aider. Aide-toi. Aidez-vous entre Guinéens. C'est vous qui savez pourquoi vous avez des problèmes. C'est vous qui savez qu'est-ce que vous voulez faire dans votre pays. Donc il faut qu'on enlève de notre tête que quelqu'un d'autre va résoudre nos problèmes. Tous les dirigeants vont faire croire qu'ils tiennent le monde entier dans leurs mains. Quand c'était Alpha, on disait non, Alpha est puissant. Ah, il a les gens à Washington. Ah, il a les gens à Paris. Il est français, il est franco-ceci, il est turc, il est ça et ça. Aujourd'hui, il se promène. Qui parle de lui? Personne. Les gens là qui sont là, ils vont toujours communiquer. Ah, on a vu, on a rencontré les Chinois, on est allé à Pékin. Vous pouvez vous promener dans tous les forums du monde. Dans votre pays, si vous décidez d'enlever un dirigeant, vous l'enlevez et rien ne va se passer. Il n'y a aucun chef d'État ça ne perturbe le sommeil d'aucun président étranger parce qu'on a dégommé un président dans un pays. Personne. Le lendemain, il prend son café, il travaille, il appelle le nouveau président, il parle et puis on dit comment nous allons faire des affaires. C'est comme ça le monde, il marche. Il ne faut pas se faire des illusions. Moi, je m'attends à ce que personne d'autre ne résolve les problèmes chez nous. Si nous, Guinéens, nous voulons changer la trajectoire, nous pouvons. Mais si nous ne voulons pas, nous allons nous accommoder à ce qui existe, c'est tout. Vous, en tant que membre des forces vives, qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter, bloquer ce système de ce petit groupe mafieux à la tête de ce pays pour qu'au soir du 31 décembre 2024, que nous ayons des nouveaux dissidents à la tête de ce pays ou un gouvernement parallèle, parce qu'ils ne sont pas légaux ni légitimes. Voilà ma question. Merci Tidiane. Si je vous dis maintenant ce qu'on va faire, ça risque de ne pas être fait. Parce que ce qui mérite d'être fait, c'est la responsabilité de chacun de nous. Lorsque vous entendez le ministre des Affaires étrangères parler, ou les membres du gouvernement de la transition, vous avez l'impression qu'ils sont en train de gérer des biens privés, et comme une famille. C'est eux qui savent quand les élections vont se faire, c'est eux qui savent comment elles vont se faire, c'est eux qui savent avec qui les faire. C'est comme si c'est un peu la réplique du Gondwana. On décide comme on veut dans le désordre. Le changement d'orientation sur l'engagement sur les élections, ça obéit naturellement à l'envie de vouloir faire le forcing de sa candidature et imposer un président soi-disant élu. Donc, naturellement, ils ont fait beaucoup d'engagements, même les accords politiques qu'ils ont eu à mener, qui ont généré des résolutions. Même cela, aujourd'hui, les 10 points dont ils parlaient, ils ont eux-mêmes abandonné ça. La charte, ils l'ont abandonnée. Ils ont abandonné tous leurs engagements et aujourd'hui, ils sont obsédés à l'idée de conserver le pouvoir à n'importe quel prix.
Je crois savoir que dans leur démarche à la recherche de soutien, leurs partenaires leur disent, si vous voulez garder le pouvoir, soyez clairs. Si vous voulez partir, soyez clairs. Parce que nous, on veut savoir comment se situer par rapport à l'avenir. Ils brandissent le Simandou comme étant leur projet phare. Mais le Simandou, c'est un projet de chantage. C'est-à-dire, leurs conseillers leur disent, distribuez ce patrimoine à plusieurs entreprises venant de différents pays. Comme ça, vous avez la garantie que soit vous créez de la division entre ces pays ou bien vous avez le soutien de ces pays en bloc. Depuis qu'ils sont là, mais bien avant, tous les avenants de contrats signés en rapport de Simandou sont inaccessibles au public. Vous ne pouvez consulter nulle part un contrat, un avenant sur le Simandou, alors qu'il est clairement dit que les ressources naturelles du pays appartiennent à tous les fils du pays. Personne, aucune autorité, même si elle est élue, elle n'a pas le pouvoir de s'asseoir entre quatre murs et décider entre quatre personnes de l'attribution d'un bloc du Simandou si ce n'est pas un peuple qui se décide à travers ses représentants. Et ces représentants, c'est quoi? C'est l'Assemblée nationale. Même si un président de la République est élu avec un score de 99% dans les lois guinéennes, il est obligé de faire recours à l'Assemblée nationale pour examiner un projet d'exploitation minière ou un projet d'exploitation d'une ressource naturelle du pays. Mais aujourd'hui, ça se gère où? Entre quatre murs, quelques personnes, et tous les jours, ils sont dans la propagande. Simandou 2040, Simandou. Vous vous souvenez quand Alpha Condé a déclaré Bokeh zone économique spéciale? Il est allé en Chine, il a dit, j'ai eu là-bas 20 milliards de dollars. Je suis venu à Washington, j'ai eu 20 milliards de dollars. J'ai pris des positions. Intention d'investissement ne veut pas dire investissement. Il n'y a aucun pays qui va déverser 20 milliards de dollars dans un pays qui ne fait pas 6 milliards de dollars de PIB. Et tous ces bailleurs de fonds, toutes ces entreprises sont accompagnées par des banques. Et ces banques évaluent en premier ce qu'on appelle le risque pays. Si vous êtes une autorité de transition, on sait que vous n'êtes pas là par élection, vous êtes là par la force. Vous imaginez que les gens vous mettent 20 milliards de dollars, 10 milliards de dollars. Mais puisque c'est facile de tromper les gens et de cacher les informations, à Bokeh, ils ont dit ça aujourd'hui, allez à Bokeh, moi je fais le tour chaque fois. Mais les habitants de Bokeh aujourd'hui, ils font partie des plus malheureux de la République à cause de l'exploitation minière. Il n'y a même pas de reboisement. Il y a des endroits dans la région de Bokeh, vous avez l'impression que c'est des cratères, vous avez. Toutes les entreprises, chacune a créé un port. Ils ont mis des belts là-bas, des ceintures, des tapis. Du site d'exploitation jusqu'au bateau. Le pays n'a aucun système de quantification. On nous déclare 125 millions de tonnes par an. Et c'est ridicule. Quels sont ceux qui mangent cet argent? C'est juste un petit groupe. Et alors on nous fait croire jusqu'à présent que les ressources minières constituent l'avenir de ce pays. Les ressources minières dans un pays aussi immoral, dans un pays aussi corrompu, et c'est plutôt ça profite une petite élite. Et les populations, quelles qu'elles ont? Rien. Donc que les gens ne se trompent pas. Qu'on prenne le Simandou pour le vendre à des pays et chercher du soutien pour rester au pouvoir, c'est une illusion. Parce que nous avons compris déjà de quoi il s'agit. Mais il faut qu'on se lève pour ça. Il faut qu'on conscientise les populations pour ça. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce piège. En ce qui concerne la mobilisation de la classe politique, des acteurs sociaux, certes, c'est difficile, parce qu'en Guinée, des fois, vous avez du mal à savoir avec qui vous pouvez composer. Les gens vous disent quelque chose le matin, la nuit, vous découvrez que c'est des visiteurs de nuit au palais pour avoir des petites miettes, ou bien ils veulent s'afficher simplement avec vous pour aller détruire votre nom. Vous prenez des images, vous êtes en activité ensemble, c'est les mêmes qui vont dire oui, je le tiens, je sais ce qu'il est en train de faire, parce qu'ils veulent vendre des informations plus chères. Donc ils viennent espionner les acteurs politiques, les acteurs sociaux. On a beaucoup de personnes qui ont changé de visage, mais en réalité, beaucoup d'entre nous qui sommes à des niveaux d'implication élevés, on savait que ce n'est pas des gens fiables. Mais ils font ça pour eux. Parce que si aujourd'hui la Guinée pouvait avoir la chance d'avoir des élections libres et transparentes, je suis convaincu qu'il ne resterait pas 5 partis sur la scène politique.
Parce que les Guinéens commencent à comprendre que certains sont là, ils ont créé un parti politique pour avoir un poste. Donc, il faut continuer de se battre, parce que c'est de notre avenir dont il s'agit. Je pense que puisque c'est un livre qui retrace mon parcours, tout est important. Je ne saurais sélectionner une partie et en laisser une autre. Il y a 6 chapitres à travers lesquels le lecteur se fera une opinion sur mon parcours et éventuellement comprendra la vie politique de la Guinée de ces 15 dernières années. Surtout que nous sommes en situation de transition où les choses se compliquent. Au moment où les choses se compliquent, je crois que ça va être très instructif et très informatif pour le lecteur. Quel mot vous vouliez dire à la communauté guinéenne ici aux États-Unis et particulièrement à New York? Écoutez, vous savez, c'est important que les gens se mettent ensemble, qu'ils soient unis, surtout pour la cause nationale. Actuellement, le pays traverse des moments très difficiles avec beaucoup d'incertitudes. Donc les Guinéens ne doivent pas se regarder sous forme de communauté ou encore sous forme d'appartenance politique et sociale. Ils doivent se regarder comme les fils d'un même pays et se donner la main pour avancer. Un dernier mot pour les gens qui se sont déplacés. Des mots de remerciement et de gratitude. C'est grâce à eux qu'on a réussi cet événement. Je leur dis merci. Merci à la Fédération du modèle des États-Unis, aux responsables ainsi qu'aux militants. Merci à l'ensemble de la communauté guinéenne. Les gens sont venus en grand nombre. Ils ont acheté les livres. Je leur souhaite bonne lecture. Merci. Bon, écoutez, merci beaucoup pour le temps que vous avez pris pour être là. Et le message est simple. Nous sommes là pour célébrer la Guinée. Nous sommes là pour célébrer la culture. Et montrer aussi, si vous voulez, une autre façade qui n'est pas souvent connue de la jeunesse guinéenne. Et c'est au-delà de l'aspect politique. C'est un écrivain qu'on est venu accompagner. C'est une contribution intellectuelle. Et 2 livres en 2 ans, je sais ce que ça veut dire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est une excellente chose. Je pense que c'est une bonne chose que chacun de nous participe à cela. Et nous remercions tous ceux qui ont bien voulu être là pour accompagner l'auteur, pour accompagner la culture, pour accompagner l'écriture. Écoute, l'écriture, c'est un exercice pas du tout facile, mais l'auteur déjà par ce biais a réussi à s'immortaliser. Et je pense que c'est une belle occasion de mieux connaître l'auteur. Quand tu lis le livre, le message qu'il veut envoyer, il est très difficile de connaître quelqu'un, mais à travers le livre, il arrive à s'exposer, à partager certaines confidences qui ne sont pas souvent à la portée du public. Donc c'est un livre que moi j'ai eu le plaisir de lire. J'ai lu toutes les pages. Et je pense que c'est très instructif. Et puis voilà, je recommande à tous ceux qui sont venus aujourd'hui de pouvoir lire et prendre quelque chose qui reste très important pour eux-mêmes. La raison de notre présence aujourd'hui ici, c'est la dédicace du second livre de M. Aliouba. M. Aliouba, comme vous le savez tous, c'est d'abord un homme politique. Il nous a fait l'honneur de nous sortir son second livre qui parle de son parcours. Donc, vous avez vu tout ce beau monde qui est venu assister à la dédicace de ce livre. Donc, le livre est déjà disponible sur Amazon et il s'arrache partout. Il veut laisser une marque, c'est-à-dire il parle de son parcours politique du début jusqu'à la fin. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas un peu M. Ba, je voudrais lancer un message à ceux qui sont en train actuellement de faire des polémiques dans les réseaux sociaux pour interpréter sa personnalité. Ils ne le connaissent pas. C'est le bon moment d'acheter son livre pour connaître sa biographie, son parcours, pour juger l'homme. Parce qu'il est très facile de juger les gens. Très souvent, les gens ont tendance à extrapoler les idées des autres quand ils parlent de la situation actuelle de chez nous. Donc, je voudrais suggérer à quiconque d'acheter son livre pour avoir une idée de l'homme, de son parcours. Le message, oui, c'est toujours le même message, un message d'encouragement. Je vais toujours dire à M. Ba de rester dans sa ligne, de toujours défendre ses convictions. Comme vous le savez, c'est quelqu'un qui a un franc-parler, qui a toujours défendu les plus faibles chez nous en Guinée et en Afrique. Il a fait ses preuves partout. La raison est simple, c'est un homme engagé
qui a besoin de changer la façon dont la politique se mène chez nous en Guinée. Il l'a prouvé partout, dans les médias, dans ses écrits. Donc je l'encourage dans ce sens. Je pense que c'est la meilleure façon pour lui de faire la politique autrement. C'est ça toujours le message que je vais continuer à lancer.